Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Cette semaine, je vous propose une plongée dans l'expérience d'un dirigeant qui a été très tôt traversé par une quête de sens, celle d'Hubert de Boisredon, PDG d'Armor Group. Très tôt, Hubert cherche comment mettre l'entreprise et la finance au service de quelque chose de plus grand que la seule performance. Cette quête va le conduire à faire des choix de vie et de carrière, parfois en décalage avec ce pourquoi il était potentiellement programmé. Cet épisode a été pour moi une masterclass sur une ligne de crête particulièrement exigeante, comment grâce aux autres, exercer le pouvoir, se confronter à la dureté du réel sans jamais perdre de vue son idéal. Avant de commencer, un mot rapide sur le modèle économique du podcast Les Grandes Épopées. J'ai fait le choix de ne pas avoir de sponsor financier, ni de publicité sur ce podcast pour protéger le cœur de sa valeur, la liberté de ton de mes invités et l'authenticité de nos échanges. Pour assurer la pérennité du podcast, je lance en parallèle Les Grandes Épopées Business, une offre de podcast privé pour les entreprises qui souhaitent célébrer des contributions remarquables à leur développement et transmettre un patrimoine d'expériences précieuses à leurs salariés. Si cette démarche peut faire sens pour vous ou pour votre entreprise, contactez-moi par email ou LinkedIn. Et maintenant, place à l'épisode du jour. « 1986, tu as 22 ans. C'est ton premier jour à Banco del Desarrollo, au Chili. Qui es-tu à ce moment précis ? » Écoute, d'abord, bonjour Jafar, c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, 1986, j'arrive à Santiago du Chili. J'ai 22 ans, je suis un jeune plein d'idéal, une envie chevillée au corps de changer le monde. J'avais vécu l'année précédente une expérience marquante à New York quand j'étudiais la finance internationale, où j'avais fait la rencontre des Sœurs de la Charité et de Mère Teresa elle-même, et qui m'avait invité à distribuer la soupe populaire, à rendre visite à des malades du sida. Ça m'avait complètement chamboulé. Et je voulais mettre ma formation en gestion et en finance au service d'un pays en développement. Et donc, j'avais choisi de partir pour le Chili, dans une banque de développement. Et donc, j'arrive après de nombreuses heures d'avion. Et la première expérience, en fait, c'était de prendre le métro pour arriver au siège de la banque, et je monte les escaliers dans le centre-ville de Santiago et je vois 4 militaires qui me pointent leurs mitraillettes sur moi. Et ça, c'est le choc. Le choc, j'ai d'un seul coup réalisé que j'étais arrivé dans le Chili du général Pinochet, en pleine dictature, et que donc, par principe, j'étais peut-être un danger, soupçonné. Et donc, d'un seul coup, c'est réveillé le contraste entre cette liberté démocratique que je vis en France et ce que je vois au Chili. Et d'un seul coup, je réalise, oh là là, où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'était toi à 22 ans. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, quelque chose n'a pas changé en moi. C'est-à-dire, c'est toujours ce même désir de changer le monde, par un bout différent. Il y a eu du chemin depuis cette coopération dans cette banque de développement. Aujourd'hui, c'est à la tête d'Armor Group, une ETI industrielle, qui au départ n'a rien d'exceptionnel, puisqu'elle fabrique de l'encre et des consommables d'impression pour imprimer des étiquettes code-barres, et elle remet à neuf des cartouches d'impression. Et pourtant, je vois dans cette entreprise un formidable levier de transformation sociétale. On pourrait y revenir, mais je suis toujours animé de cette même passion par le bout de l'entreprise, par le bout de la gestion, de contribuer à rendre le monde meilleur d'une certaine façon. Là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis marié avec Marianne, on a 4 enfants. Voilà, je suis grand-père depuis peu. Et donc aussi l'envie de transmettre à mes petits-enfants un peu quelque chose de l'ordre de l'essentiel, et notamment l'amour de la nature, l'amour de la beauté. Enfin, c'est de leur transmettre quelque chose de l'ordre de la beauté et de l'espérance. Voilà, c'est ça qui m'anime. Et puis je suis aussi avec les livres que j'ai écrits sur le dernier, sur le leadership, sur le courage. On aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Merci beaucoup, Hubert, pour ce temps que tu nous accordes et que tu m'accordes dans ta journée de dirigeant de TI. C'est un épisode un peu particulier parce que j'ai l'habitude d'aller à la rencontre de mes invités, donc à leur domicile, généralement. Donc là, on est au siège d'Armor Group, dans ton bureau.
Donc c'est un peu différent, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont être très différentes et singulières dans notre échange, et c'est pour ça que je suis ravi qu'on l'ait aujourd'hui. Peut-être pour dire un mot avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les auditeurs, donc sur les grandes épopées, le cœur de la discussion, c'est de revenir sur des moments clés de carrière qui sont achevés, qui sont révolus, sur lesquels mon invité a suffisamment de prise de recul et de liberté de ton pour justement en tirer via la relecture des apprentissages sur comment est-ce qu'on les a vécus à l'époque et aujourd'hui avec le recul, comment est-ce qu'on les regarde différemment. Aujourd'hui, on va avoir un fil rouge qui est la question de la relation à l'autre dans le monde de l'entreprise et peut-être plus précisément faire le pari d'une relation authentique avec l'autre. C'est les mots que j'utilise moi, et puis on verra justement comment est-ce que toi tu manipules ces concepts-là et comment est-ce que tu les as incarnés justement dans des moments clés de ta vie professionnelle. Et c'est là tout l'intérêt aussi de ton témoignage, c'est que tu as aussi à la fois vécu des choses, pris du recul dessus et pris le temps de les formaliser dans plusieurs ouvrages, dont le dernier que tu cites, Le courage des chefs, que j'ai eu plaisir à lire récemment. Pour les auditeurs qui voudront éventuellement aller plus loin, il y a vraiment un travail qui a été fait qui est super fin, hyper sincère, qui m'a beaucoup touché. Je vous invite à, pour l'instant, nous écouter, puis ensuite aller éventuellement creuser un peu plus avec le livre. Donc c'est parti pour la grande épopée du verre. Écoute, merci Jafar. Je veux bien que tu m'expliques quel a été le premier moment que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, qui illustre ce début de cheminement vers cette relation singulière à l'autre. En fait, cette décision de partir pour le Chili, elle s'est faite après tout un cheminement de formation d'entreprise. Bon, il se trouve que c'était pour moi à l'école HEC. Je suis parti troisième année donc à New York où j'ai vécu cette expérience assez fondamentale de rencontre de l'autre et notamment du plus pauvre et du plus fragile qui m'a vraiment chamboulé. Alors que pour moi, j'étais programmé en fait pour, après mes études, faire un service militaire comme officier de réserve, enfin l'école des officiers de réserve, un peu par tradition familiale. Je me suis dit non, là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et donc, j'ai décidé de partir au Chili, mettre mes formations au service d'un pays en développement. Et là, j'ai proposé à l'un de mes amis, Laurent Marbacher, de venir avec moi. Et donc, on est parti à 2, et en fait, on est même parti à 4, parce qu'il y a aussi 2 ingénieurs agronomes qui sont partis avec nous. D'accord. Pour travailler dans cette banque de développement. Ça a été une expérience en fait très riche, aussi le fait de ne pas partir seul, mais effectivement de partir avec, j'allais dire, un premier compagnon de route. Oui, c'est ça, dès le départ en fait. Il y a un projet collectif en fait. Il y a un projet collectif. Ouais. La découverte de cette banque et de ce projet de coopération s'est fait aussi par la rencontre, puisque moi, à la sortie de mes études de New York, je cherchais comment m'engager, je ne trouvais pas, proposer des postes pour être professeur de français dans la brousse en Afrique et tout ça. Mais, en fait, ce n'était pas mon truc. Moi, j'avais envie de m'engager pour l'entreprise et avec l'entreprise. Et puis, c'est un jour, complètement par hasard, où je rencontre l'ancien cardinal de Santiago du Chili avec un homme qui s'appelle Domingo Santamaria, qui était l'ancien ministre de l'économie du gouvernement d'Eduardo Frei. Il se trouve qu'un ami de mes parents m'invite à dîner avec eux. Moi, j'avais rien à faire ce soir-là. Je me retrouve à cette table. Et ce président, assez impressionnant, hein, c'est un ancien ambassadeur, ancien ministre, etc. À un moment qui me dit « Et toi, jeune homme, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ?» Et là, je lui raconte un petit peu quelle a été ma quête, quelle a été mon expérience, notamment à New York. Et le fait de dire moi, j'ai envie d'une vie qui ait du sens. Et j'ai envie de pouvoir m'engager dans un projet qui me permette d'utiliser mes compétences de gestion, mais en même temps qui me permette de continuer à être en lien avec les personnes défavorisées et puis de nourrir le meilleur de moi-même que je relie personnellement avec ma foi aussi, ma foi en Dieu. Et donc, je lui raconte ça et il me dit du tac au tac, eh bien, c'est pas compliqué, c'est au Chili que tu vas trouver, viens travailler dans la banque qu'a créé le cardinal et que je dirige. Très bien. Et voilà, et ça s'est fait, et on a créé de toutes pièces une coopération, approuvée par le ministère des Relations étrangères, et on est parti à 4 comme ça, voilà, ça a été... Mais c'est vrai que dès le départ, c'est par l'autre, en fait, que c'est fait tout ça. Finalement, tu étais prêt à expliquer ce que tu cherchais à faire, ton idéal, en tout cas du moment, et d'une certaine manière, cette capacité à avoir une réponse à la question permet à l'autre, justement, aussi de te faire une passe décisive, quoi. C'est-à-dire que si tu arrivais à ce moment-là et que tu n'étais pas en position de pouvoir, finalement, donner à l'autre la possibilité de t'aider d'une certaine manière, tu serais peut-être passé à côté de ce moment-là. Oui. Donc j'ai un peu l'impression que le point de départ déjà, c'est de se dire, est-ce que moi-même, je sais ce que je cherche? Tu parlais d'être programmé. Des fois, on se laisse porter par tout un tas de mouvements. Un peu comme sur un tapis roulant. Voilà. Ouais. Et donc toi, il y a eu un moment où tu as dû faire quand même ce travail-là, d'une certaine manière, pour être en capacité de pouvoir apporter une réponse qui n'était pas celle du Uber programmé, si je comprends bien. Oui, c'est juste. C'est-à-dire qu'il y a un moment...
où le Uber programmé a pris conscience d'une insatisfaction. Notamment, c'est le dernier jour quand je suis reparti de New York après avoir... Parce que tous les matins, du coup, j'allais distribuer la soupe populaire et rendre visite à des malades de mon âge, souvent du sida. C'était en 1985, donc sous Ronald Reagan. C'était le début du sida là-bas. Et j'ai expérimenté là, en fait, la joie de me donner, notamment aux personnes qui souffrent. C'était quelque chose, c'était assez paradoxal parce que j'étais en lien avec des gens qui avaient des vies objectivement très difficiles. J'étudiais la finance internationale d'un côté, j'allais le matin, j'étais un peu tiraillé entre deux mondes, mais je ressentais une joie quelque part de me donner gratuitement. Et c'est venu toper sur ma programmation en me disant, mais finalement, le fait de suivre une programmation ne me convient pas. Il y a quelque chose, il y avait une soif. Je crois que je suis un assoiffé, en fait. Je suis un assoiffé de vie, de sens, d'envie de me donner pour des choses utiles. Et donc, c'est un peu ça que j'ai regardé. Et je crois que cette soif a traversé la programmation, j'allais dire. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis devenu un chercheur. C'est-à-dire me dire, voilà, où est-ce que je vais trouver de quoi combler ma soif? Et c'est vrai que quand j'ai rencontré ce cardinal et ce ancien ministre, bon, ils avaient une soixantaine d'années, moi j'en avais 21. Quelque part, ce que j'ai senti, c'est que j'avais rien à perdre. Et je me suis un peu confié à eux en disant, voilà ce que je cherche. J'avais aucune attente non plus, je ne savais pas du tout ce qu'ils pourraient me proposer, mais il y a eu, je pense, la question qui m'a été posée, mais qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, toi, jeune homme, est venue rencontrer le Hubert qui avait envie de donner du sens. Et je crois que c'est la profondeur de la question a amené une certaine spontanéité, une certaine transparence dans ma manière de répondre. Et je pense que ça les a touchés eux au point que ça se concrétise dans un projet. Et puis tu réalises finalement très tôt dans ta vie l'impact de l'autre pour ta vie, quoi. Clair, et ça c'est un peu un fil rouge effectivement de toute ma vie, c'est que je me rends compte que rien de ce que j'ai fait qui me rend heureux aujourd'hui ou dont je puisse être fier ne s'est fait sans l'autre. Et donc, ça amène aussi une certaine humilité, c'est-à-dire que c'est pas, je pense que c'est une erreur, en tout cas pour moi, de croire que ce que j'ai fait, c'est grâce à moi, avec mes talents, etc. Il y a toujours eu des relais, des témoins, des transmetteurs, des soutiens, même dans les moments les plus difficiles, et qui font que finalement, je me sens constitué de cet ensemble de relations qui m'a porté. Je dis souvent à mon assistante, ça l'amuse d'ailleurs, parce que des personnes qui viennent chez Armor ou ailleurs, et je me dis, ah mais cette personne, c'est étonnant, elle est bienveillante, elle est souriante, elle est machin. Et je lui dis, vous voyez, en fait, c'est simplement que moi, j'essaie d'être attentif aux personnes qui constituent ce que j'appelle ce rempart de lumière autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens bienfaisants et que dans l'adversité, parce qu'il y en a beaucoup, hein, la crise économique, le chaos climatique, les difficultés géopolitiques, toute la pression sur les résultats, je trouve extrêmement important de savoir, de pouvoir, que je peux m'appuyer sur un réseau de personnes bienfaisantes, lumineuses et qui me font du bien, et qui me protègent aussi. Et d'une certaine manière, c'est un moyen peut-être, tu me dis si je surinterprète, mais d'être en capacité d'être sincère sur la réalité du monde dont tu parles. C'est-à-dire, en fait, il y a ces problèmes-là, il y a ces enjeux-là. L'idée, c'est pas de dire, d'avoir un discours décorrélé des problèmes du monde. En fait, c'est tout l'inverse, c'est de se dire, je me nourris finalement de ces forces-là qui, a priori, sont mues par quelque chose de positif. Et après, derrière, on parle des sujets qui fâchent, on aborde les tensions, on aborde l'autre, il n'est pas juste là au service de dire ce que Hubert a envie d'entendre. Ou, voilà. Non, c'est tout l'inverse, en fait. Je pense que justement, parce que la réalité est difficile, parce qu'il faut affronter des difficultés, en tout cas pour moi, pouvoir me ressourcer quelque part dans la relation et pouvoir m'appuyer sur ce réseau bienfaisant, est ce qui va me donner de la force et du courage pour aller de l'avant et pour ne pas fuir le réel. Très clair. Et du coup, si on revient à cette relation à l'autre avec Laurent, donc, oui. C'est le premier moment clé où vous décidez d'y aller, vous arrivez sur place. On arrive sur place, on démarre notre travail. Moi, c'est vrai que dans mon idée aussi, j'avais vraiment envie d'être dans une banque qui soit tournée vers les plus pauvres, donc qui accorde des crédits aux plus démunis, aux plus pauvres, etc. Et il y a eu une étape un peu de désillusion. En fait, la désillusion, c'est que je me suis rendu compte que c'était une banque qui était une banque mutualiste, qui était devenue une banque de la place. Et on s'est retrouvé très vite dans un bureau, dans une tour du centre d'affaires de Santiago, et on me donnait des dossiers à étudier, etc. Mais effectivement, je ne voyais pas les clients, et encore moins les personnes pauvres que je voulais servir. Et il y a eu une espèce de phase un peu compliquée, et où je relis aujourd'hui, il a fallu un moment, en fait, pour accepter cette frustration, cette désillusion même cette colère, quelque part, parce que
je me suis dit, je ne suis pas venu pour me retrouver dans un bureau à étudier des dossiers. Moi, je suis venu pour être au contact des personnes et me sentir vraiment utile. Et puis, il y a eu un moment qui était un peu, je pense, assez, quand j'y repense assez cocasse. C'est que donc Domingo Santamaria, président de la banque, avec toute la personne qui avait beaucoup d'aura au Chili, hein, Hmm. nous dit, Laurent et moi, mais écoutez, voilà, chiquillos, c'est-à-dire jeunes hommes, est-ce que ça vous dirait que je vous invite au club de la Union? Le club de l'Union, c'est un peu voilà, c'est comme je sais pas, à Paris, En tout cas, un endroit de référence. l'Interallié Voilà, ou le Jockey exactement. Club, ou je sais pas, enfin un grand truc. Bon, moi j'avais juste 22 ans que c'est arrivé, donc voilà, un peu impressionné quand même Hmm. par ce cadre. Il y a tout un décorum, en tout cas. Voilà, et puis invité par cet ancien ministre, enfin c'est le président de la banque quand même, il faut Hmm. voir, c'est pas évident, enfin même pour les employés, les différents cadres, ils voyaient qu'on avait accès directement au président, nous qui arrivions de France à 22 ans, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Tout à fait. Et donc, il nous invite dans des quorums avec voilà, ce club, avec des dorures, enfin, voilà, etc. Et puis, à un moment, il me dit comme ça, alors, bah, comment ça se passe? Comment ça se passe? Et lui, il était tout content, quelque part, de nous inviter. Et moi, je sais que ça un peu avec ma jeunesse, c'est sorti comme ça, en disant, mais écoutez, Domingo, la vérité, c'est que ça se passe pas bien du tout. Ouais. Mais C'est- comment ça se passe bien du tout? Bah oui, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour être en contact avec les plus pauvres. Je me retrouve dans un bureau à faire des papiers administratifs, et puis je vois on nous donne des dossiers un peu pour nous occuper. C'est pas du tout ce que j'envisageais. Et lui, un peu avec sa grille de lecture, on va dire, il dit, enfin quand même, il se trouve qu'au moment où on parle, passait un défilé militaire de Pinochet, enfin de Hmm. l'armée de Pinochet dans la grande avenue, bon, en plus assez martial, enfin, je veux Hmm, dire. hmm, hmm. Et il nous dit, mais quand même, grâce à moi, regardez ce que vous avez évité. Donc là, c'était un peu Ouais, offensant ouais, parce que ouais, bien sûr. et bon, et moi, je lui Hmm. réponds, mais pas du tout. J'aurais très bien pu faire un stage, faire une coopération à la Banque Indo-Suez ou à la BNP ou dans les grandes banques. Et donc, si je suis venu, c'est parce que j'ai fait un choix de venir C'est ici. ça. Et là, Ouais. il était complètement déstabilisé. Laurent, on a rajouté de son couplet à lui. Et de voir cet homme de 60 ans, grand, un peu avec la stature du commandeur, qui était un peu déstabilisé. En fait, quand j'y repense, ça a été une première rencontre un peu intergénérationnelle, finalement, en vérité, Hmm. quand je le relis aujourd'hui. Et je me rends compte, ça s'était pas calculé, mais je pense qu'il nous a fallu du courage à ce moment-là. Mais encore une fois, on n'avait rien à perdre, si ce n'est peut-être que d'être viré de la banque. Puis de Mais bon, revenir en France un en peu, ayant besoin de défendre quelque chose. Voilà. voilà. Peut-être, Bon, mais une forme d'échec, mais. il y avait un peu un cri en moi en disant, je ne Hmm. veux pas passer à côté de la raison pour laquelle j'ai fait ce choix de venir au Chili. Hmm. Et finalement, quand je regarde, cette crise, parce que ça a été un peu cette crise relationnelle, à un moment, qui a déstabilisé le président de la banque, a été en même temps une chance absolument incroyable parce que il a été au départ, il s'est senti offusqué. Mhm. Puis à un moment, il nous a dit en chilien, la vida siempre hay sombras, hay luces y sombras. C'est-à-dire qu'il faut accepter que dans Hmm. une vie, il y a Et de la lumière et de l'ombre. de la lumière Voilà. et de l'ombre, Oui, et tout à fait. il faut que vous acceptiez, que vous mûrissiez un petit peu, c'est Hmm. pas toujours ce que vous voulez, vraiment, il nous a fait un petit peu la morale, mais on a tenu bon, et en même temps, il a écouté, il a senti qu'il y avait quelque chose. Et je pense Hmm. qu'il a senti que ce quelque chose, c'était, il y a une sincérité dans ce désir d'aller rencontrer les plus pauvres. Et c'est grâce à ça qu'il m'a mis en contact avec une famille dans les bidonvilles, enfin dans les poblations, au Chili, et qui est devenue un peu pour moi une deuxième famille quelque part. Et j'ai été habité chez eux pendant 3 semaines et participer de la vie des populations. Ce qui était une expérience assez forte parce qu'on entendait les tirs de chars ou de mitraillettes la nuit. Enfin voilà, j'ai rencontré de près, et puis des personnes qui me montraient leur dos lacéré par les décharges électriques des militaires. Enfin voilà, j'ai Hmm. pas pu ignorer ce qui se passait au Chili à ce moment-là, et même des moments où moi j'ai pu ressentir quelque part la peur quand il y avait des... Bon, donc j'ai un peu mieux compris ce qui se passait. Et ça a été une vraie expérience fondamentale. Et notamment par cette famille, j'ai été mis en lien avec un centre de réhabilitation de jeunes qui voulaient sortir de la drogue, de jeunes drogués, sortis de prison, délinquants, etc. Parfois de la prostitution. Et ce lieu a été un vrai lieu de transformation pour moi parce que c'est aussi devenu une autre famille pour moi. Et on a le fait d'avoir un peu mieux compris cette réalité Hmm. extrême et de comment des jeunes au Chili qui avaient faim parce que leurs parents n'avaient pas de travail. À l'époque, il n'y avait pas d'allocation chômage, rien du tout. Donc, des personnes qui perdaient leur travail, leurs enfants, mais ils leur disaient, bah, écoutez, débrouillez-vous, allez trouver de la nourriture. Donc, ils allaient sur les marchés, ils volaient une pomme ou un poisson, etc. Ils se retrouvaient en prison. Et puis, de proche en proche, c'est le contact avec cette réalité
m'a permis, de mon côté et Laurence du sien, en fait, de découvrir qu'il y avait derrière les PME et enfin, les petites entreprises que l'on pouvait soutenir par la banque, en fait, tout un réseau qu'on appelle de micro-entreprises Mmh. qui employait, c'est-à-dire des entreprises de 1 à 10 personnes, de l'économie dite informelle, c'est-à-dire qui ne fait pas de facture, qui ne paye pas d'impôts, etc., qui employait, il y en avait 400 000 à ce moment-là, 400 000 Voilà, micro-entreprises au c'est Chili, massif. qui employaient la moitié de la population active. Et ces entreprises n'avaient aucun accès au crédit bancaire. Pour se financer, ils faisaient appel à des usuriers, c'est-à-dire qui prêtaient 10 le matin, et à la fin de la semaine, il fallait rendre 12. Et si l'argent n'était pas rendu, c'était le gang qui arrivait, qui tabassait l'un des membres de la famille. Donc, ça va des irréalités quand même très dures. Cette crise relationnelle ou Mmh. finalement cet acte d'authenticité a ouvert une porte pour que je découvre un autre monde. Ça a été une expérience vraiment marquante parce que quand je pense souvent de me dire si je n'avais... Alors là, il se trouve que ça a été donné, j'estime que j'ai eu aucun mérite. C'était tellement fort en moi, ce cri, cette insatisfaction que j'avais besoin d'exprimer, que je l'ai fait de façon un peu comme ça, spontanée, peut-être pas forcément très diplomatique. Mais finalement, si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais pu passer 2 ans dans un bureau à faire étudier des dossiers, à me dire à la fin, bah, j'ai un petit peu perdu mon temps. Alors que là, ça a été le démarrage d'une aventure extraordinaire qui a objectivement complètement modifié le cours de ma vie. Tu parles de microcrédit. C'est grâce d'ailleurs au microcrédit qu'on se parle aujourd'hui, parce que c'est Emmanuel de Lutzel qui nous a mis en relation, Ah oui, qui est lui-même passé à ce podcast il y a quelques mois. c'est ça. Donc, c'est un épisode où on aborde justement la question de l'intrapreneuriat social via le financement des structures de microcrédit. Donc, pour ceux qui veulent découvrir aussi cette thématique. Il y a un élément que tu n'as pas forcément dit, en tout cas moi que j'ai entendu dans ce que tu viens de dire, sur la question de la relation à l'autre, le fait qu'il y a une forme d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre ou meilleur que l'autre. Il y a cette relation avec Domingo, sur laquelle finalement on pourrait se dire je vais pas y aller parce que entre guillemets c'est le boss. Et il y a aussi cette relation à ces personnes, les pobladors. Oui, L'Oblador. Ils sont aussi importants que toi pour toi et inversement. À un moment donné, tu réalises que l'autre, tu le prends comme il est, tu te mets pas ni au-dessus ni en dessous, tu te mets à côté. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui permet d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Ça m'est pas forcément toujours naturel. C'est des passages, par exemple, avec Domingo, de me sentir très impressionné. Donc, à l'époque, c'était moi le jeune par rapport à cette figure. Mais je pense qu'il y avait un lien. On avait un lien aussi par le fait d'appartenir à une même communauté chrétienne, etc. Je pense que d'une certaine façon, je me suis senti autorisé à l'interpeller au nom de ce qui nous unissait de plus profond. Très clair. Peut-être une partie d'inconscience aussi, à mon âge, avec mes 22 ans. Peut-être je ne réalisais pas vraiment ce que je provoquais chez lui, d'oser cet acte de vérité. Surtout qu'on était dans une autre culture où les personnes, peut-être n'ont pas le même... Il y a une espèce de déférence, peut-être une conscience un petit peu surélevée de moi-même aussi, à ce moment-là, qui m'a fait avoir osé l'interpeller. Maintenant, j'allais dire vis-à-vis des Pobladors, je pense que ça, c'est une expérience très profonde que j'ai pu vivre. Et notamment, déjà, quand je suis allé dans la population où j'ai retrouvé Enrique et Bernarda, qui étaient mes parents, on peut dire, adoptifs au Chili. En fait, leur accueil venait combler une soif énorme. En fait, j'étais venu pour ça, pour rencontrer les plus pauvres. Donc, j'ai d'abord une très grande gratitude, déjà. Et ensuite, quand ils m'ont mis en lien avec ce centre de réhabilitation de jeunes drogués, qui s'appelait la communauté Santa Ana, dont je parle beaucoup dans mon premier livre qui s'appelle L'Esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé. Là, j'ai vécu une expérience qui m'a, là aussi, déstabilisé un peu d'une certaine façon. Parce que moi, venant d'un milieu, d'une famille de bonne éducation, enfin, à mes yeux en tout cas, de certains milieux sociaux aisés, quand je suis allé dans ce centre de réhabilitation de jeunes drogués, j'y suis allé en même temps avec cette espèce d'attitude de me dire, bon, bah, c'est des jeunes qui ont connu la prostitution, la drogue, la prison, etc. Bah, je vais leur apporter, entre guillemets, les aider à se remettre sur un chemin droit. Donc j'étais dans une posture haute vis-à-vis d'eux. Au départ, dans mon attitude en y allant. Et je voyais ces jeunes un peu perdus finalement, et moi, quelqu'un qui a réussi. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé là-bas, déjà, ils avaient mis la Marseillaise pour m'accueillir. C'était très... Au fur et à mesure que j'arrivais, chacun se présentait. Donc, voilà, je m'appelle Manuel, je suis heureux que tu sois là, je t'accueille. Je m'appelle Enrique, je suis heureux que tu sois là. Je m'appelle Pedro. Bon. Et en fait, la manière dont ils me regardaient droit dans les yeux, avec une certaine, une autorité dans le regard,
de jeunes qui en fait qui prenaient leur vie en main pour s'en sortir, ça m'a quand même interpellé. Là, je me suis dit, ouh. Et ensuite, je me suis retrouvé à table avec eux et chacun s'est levé et en disant voilà, je veux te témoigner mon chemin de transformation. Voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait. J'ai violé, j'ai été drogué, j'étais en prison, j'étais prostitué, j'étais machin. Voilà, j'ai pris conscience de mon chemin, que j'étais sur la mauvaise route. J'ai décidé de m'en sortir. Voilà. Et mes deux piliers pour m'en sortir, c'est honnêteté et humilité. Et voilà, bon. Et moi, j'étais mais complètement, je me suis dit, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, à la suite. Et après, ils m'ont pris avec moi et je me suis retrouvé dans une chambre pour discuter avec eux. Et à un moment, il y en a qui me disent, et toi, raconte-moi ta vie. Et là, je me suis senti complètement démuni, en fait, à la fois démuni et en même temps dans un climat de confiance extrême pour leur dire des choses de moi que j'avais jamais partagées à d'autres, parce que il y avait plus de jugement. Et là, effectivement, le côté de me sentir au-dessus par rapport à des jeunes qui avaient besoin est complètement tombé. Je me suis dit, en fait, on est fait de la même chair, on est fait de la même. Finalement, il y a un sentiment de fraternité. Je crois pouvoir dire qu'à aucun moment je me suis senti supérieur à eux à partir de là. Et même, j'allais dire, je me sentais souvent vraiment à leur école, quelque part. Et je repartais j'allais passer des week-ends là-bas. Et moi, je suis nul en foot, par exemple. Ils me disaient, tiens, on va faire un foot. Bah, en fait, ils rigolaient de ma manière de jouer au foot, mais ça me faisait du bien parce qu'ils me réconciliaient avec moi-même aussi. Et donc, je repartais, en fait, ressourcé dans une espèce d'acceptation inconditionnelle de qui j'étais et aussi, peut-être, purifié par ma manière de les regarder, qui était sans jugement. Voilà, il y a quelque chose où on se faisait du bien mutuellement. En fait, c'est juste là, pour utiliser une image, c'est presque une autre partie de la matrice. En fait, tu décales en fait le sujet. On est plus sur ce que tu as ou d'ailleurs qui n'est d'ailleurs pas forcément qui est un acquis finalement, mais qu'est-ce que tu fais toi de ta vie aujourd'hui, enfin, par rapport à justement ce que tu as aujourd'hui et ce que tu essayes de faire de ton propre chef, pour reprendre une de tes phrases. Et là, tu es tombé face à des personnes qui étaient dans l'action, qui avaient conscience, qui étaient en mouvement, et du coup, si tu te retrouves sur ça, tu vois, c'est le terrain de jeu dans lequel vous étiez. D'ailleurs, peut-être qu'ils étaient en avance, entre guillemets, sur toi à ce moment-là. Je pense qu'ils étaient clairement en avance sur moi. Mais je crois qu'aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais au fond de moi toujours un doute de savoir si j'étais apprécié ou aimé pour ce que j'avais fait, c'est-à-dire des belles études, venant d'une famille appréciée, etc., etc. Mais un doute sur est-ce que j'étais vraiment aimé pour moi-même. Et là, de me retrouver dans cette communauté avec ces jeunes qui ne savaient pas d'où je venais, qui n'avaient aucune idée des études que j'avais faites, qui n'avaient aucune idée de l'argent que je possédais ou que je ne possédais pas, qui connaissaient rien sur ma famille, sur mon passé, qui m'ont apprécié pour qui j'étais. Il y a eu quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, libérant, guérissant, bienveillant, bienfaisant. Voilà, c'est vraiment une expérience que je souhaite à tous d'ailleurs, de faire cette expérience, de quitter les habits extérieurs pour se montrer tel qu'on est et de faire l'expérience d'être apprécié, même avec nos défauts, nos incapacités, par exemple à jouer au foot, voilà, mais que finalement le sujet n'était pas là, on se rencontrait vraiment. C'est vrai qu'avec eux, j'étais toujours tout de suite dans l'essentiel. Leur question, c'était, voilà, ok, comment maintenant je réussis ma vie? Donc évidemment, ils me renvoyaient la question. Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais c'est sûr que il y a cette idée, enfin, c'est d'ailleurs, c'est la valeur aussi de l'ailleurs. C'est la valeur de l'expatriation parfois. Bon, ça vient aussi avec d'autres enjeux, mais en tout cas, j'ai beaucoup souri quand tu parlais de ça parce que ça me parle aussi. Je suis né au Maroc, j'ai grandi là-bas et à 18 ans, je suis venu faire mes études en France et j'y vis depuis. Et j'ai ressenti ça aussi. Tu vois, le côté, tu arrives, tu as une page blanche et en fait, voilà, on te juge pour qui tu es à l'instant T, quoi, dans le moment que tu es en train de vivre. Et c'est vrai que c'est très libérateur, je te rejoins. Je ne peux que conseiller à des jeunes de faire l'expérience de partir à l'étranger à un moment donné, de se redécouvrir autrement dans un autre milieu, de se confronter à la difficulté de l'adaptation. Voilà. C'est toujours une grande richesse. En tout cas, pour moi, c'était vraiment extrêmement précieux. Peut-être avant de passer à un autre moment clé de ta vie professionnelle, on va faire peut-être un pas de côté. Un des éléments dans ton cheminement, ça a été aussi d'écrire des livres, mais aussi de réfléchir à une méthode, une approche dont on va
parler de cette justement relation à l'autre dans le monde de l'entreprise. Je vais faire quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire sur les grandes épopées, mais on va un peu parler de méthode et de méthodologie. Et ensuite, l'idée, ça va être de revenir sur tes moments clés de carrière et de les peut-être d'essayer de faire l'exercice de la relecture au travers de cette méthode qui évidemment est arrivée des années après. Oui. Mais voilà, on va essayer de jouer à cet exercice de style si tu le veux bien. Je te laisse l'introduire avec tes mots, peut-être en donnant peut-être un propos liminaire sur peut-être la rencontre avec Louis, avec qui Oui. tu as monté Alors, cette en fait, méthode. cette méthode, elle est née effectivement d'une autre rencontre, qui est que en 2018, mon épouse et moi, on est allés aux Philippines dans le cadre d'une rencontre internationale d'une association à laquelle on appartient. Mhm. Et on a, dans ce cadre, été visiter une autre association philippine qui a sorti des millions de pauvres de la pauvreté. Il se trouve que celui qui nous a visité cette association, cette ferme, c'est une ferme-école, on va dire, D'accord. s'appelle Louis Faure, qui à l'époque avait 25 ans et qui sortait d'HEC, etc. Donc voilà, à 30 ans d'écart, on avait à peu près le même cursus. Et moi, ce qui me frappait, c'était qu'il était là depuis 4 ans au service des plus pauvres, des plus démunis, et notamment des paysans pauvres, d'anciens paysans communistes Ok. aux Philippines. Et il nous a fait visiter la ferme-école, et à un moment, il a parlé des paysans en nous disant, voilà, pour moi, ce sont vraiment mes frères. Et cette parole m'a interpellé parce que, d'abord, elle m'a rejoint dans mon propre passé chilien, en me disant, finalement, il vit un peu la même chose que ce que j'ai vécu. Donc ça m'a aussi dit, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation aux autres, et puis peut-être dans cette simplicité de vie. Et puis de voir, quand il disait, voilà, je vis dans un dortoir avec eux, je me lève en pleine nuit pour aller m'occuper des poules quand il y a tempête, j'apprends l'agriculture avec ces paysans qui m'apprennent tout, vraiment. C'était très interpellant. À tel point que j'ai souhaité le rencontrer un peu plus. Et là, on a découvert, et l'un et l'autre, que même avec nos différences d'âge, en fait, on était animés par une même quête, justement autour du leadership. Autour du leadership, c'est en fait, qu'est-ce qui fait que on peut devenir des leaders cohérents et alignés, ayant un idéal. Il se trouve qu'en plus, on sait, l'un et l'autre, l'un des seuls livres que j'ai lu et relu, c'est le livre Citadelle de Saint-Exupéry. Il se trouve que lui était passionné de Saint-Exupéry aussi. Et en fait, Saint-Exupéry, quand même, donne des pistes justement pour aller comprendre un peu le sens des choses en profondeur. Il y a une phrase qui me vient comme ça: il n'est point d'aventure si je ne m'y engage, par exemple. C'est des phrases extraordinaires, quand on y réfléchit, qui permettent d'aller plus profondément. Donc voilà. Et on a commencé à dialoguer là-dessus. Ensuite, moi, je suis revenu en France, donc à 10 000 km de distance en visio, etc. etc. Et puis, au début, c'est un bon exemple où, au point de départ, j'avais tendance à me situer comme mentor. Lui, en plus, me demandait des conseils et tout. Donc, moi, j'étais un peu dans ma posture de dirigeant et tout. Et ce qui m'a frappé au fur et à mesure des échanges, c'est à quel point, par sa liberté de vision, il me posait des questions qui me disant, voilà, tu veux faire tel projet d'investissement et telle chose, mais qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi ta motivation pour faire ça, pour devenir plus gros, pour acheter telle entreprise? Bon. Et je me rendais compte que son regard, en fait, me faisait avancer, ou me déstabilisait, ou m'obligeait à creuser certains sujets, à un tel point qu'au bout d'un moment, je me suis vu moi-même en disant, mais en fait, tu te vois comme mentor, mais en fait, c'est pas juste, en fait, puisqu'on est deux personnes qui se rencontrent et chacun donne son avis. Et d'autant qu'à un moment, c'est lui qui m'a interpellé en me disant, bon, écoute, voilà, si on continue à déléguer, moi, ce que j'aimerais, c'est que ma parole ait le même poids que la tienne. Et alors, moi, j'étais le Domingo à l'envers. C'est génial, mais justement, le fait de le vivre comme ça, enfin, je trouve ça incroyable. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, en fait, il a raison, je suis en train de... Il faut que je descende de mon piédestal. Après, là, tu fais un pas plus fort que Domingo, là, parce que il t'invite quand même à descendre justement de ce pédestal dans lequel tu étais. Voilà, Non, mais c'est drôle, c'est pour là. Ouais. Et donc, on a poursuivi les échanges, et petit à petit, on a eu besoin d'un langage pour essayer d'écrire les apports qu'on se faisait mutuellement. Et Louis, notamment, a beaucoup travaillé là-dessus. Il a pris une année, un peu comme travailler sur une thèse sur le leadership, nourri de nos échanges, mais aussi toute une réflexion qu'il a menée. Je dirais qu'il a donné naissance, maintenant il est revenu en France, à ce qu'on crée ensemble une entreprise qui s'appelle Eotecum. Eotecum en latin, ça veut dire j'y vais avec toi. Alors c'est EOTEKUM, le site.com, qui en fait veut dire voilà, j'y vais avec toi, parce que des convictions qu'on a développées, c'est justement le fait que si on veut progresser en courage et en leadership, en fait, on a besoin de l'autre. Et d'où le fait que nos échanges, petit à petit, notamment, on les a partagés avec une autre personne que l'on connaît bien, et à un moment qui nous a reflété, il nous a dit, mais moi, cette relation que vous vivez, j'ai un mot pour la décrire, je l'appelle compagnonnage.
Et on a compris qu'en fait, il y a une richesse dans cette relation à l'autre, à égalité, qui n'est pas juste, c'est pas du copinage, c'est pas, voilà, on s'aide mutuellement à progresser. Donc c'est une relation de confiance qui doit être fondée sur l'authenticité, la vérité et la liberté pour s'aider à progresser chacun. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On se confie des intentions de progrès Ok. et on autorise l'autre à nous encourager et nous interpeller par rapport à ces intentions de progrès qu'on lui a confiées. Donc ça, voilà, c'est une grande chance en fait de pouvoir compter sur cet appui. Petit à petit, ça s'est donné de bâtir une méthode qui nous a permis d'identifier différents espaces. Mhm. Le premier espace, c'est de se dire que souvent dans des situations sur lesquelles on bute, en fait, c'est de dire, mais en fait, ça serait quoi la vision, j'allais dire, d'un mieux possible? D'un mieux possible pour soi, d'un mieux possible pour son entourage, ça peut être l'entreprise, et d'un mieux possible pour plus large, c'est-à-dire pour la société. Bon. Et d'essayer d'écrire ce mieux possible, cette situation qui peut être qu'une intention, parce qu'on ne la maîtrise pas, mais on peut la désirer. Et on lui a donné un nom qu'on appelle le jardin, c'est-à-dire visualiser le jardin. Le jardin, c'est cet espace, un espace où on vit une grande liberté, une grande existence, on est bien en nous, on agit d'une manière qui construit, qui fait du bien autour de nous. Et très spécifique à une situation, à un contexte. Enfin, c'est faut pas toujours- absolu. Non, il faut que ce soit très lié à une situation. Voilà. C'est-à-dire que on pourra y revenir sur des exemples, dans cette situation relationnelle avec telle personne, Voilà. ce serait quoi, là, cette vision où, en fait, dans cette relation se produit un mieux possible, quelque chose qui fait qu'on construit ensemble, qui est bonne pour l'un, pour l'autre, pour plus que nous. Très clair. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte souvent que, par rapport à cette vision du jardin, on bute souvent sur une difficulté, enfin, on peut dire parfois une envie de rester dans une certaine zone de confort, Mhm. statu quo, on va dire, parce que en sortir nous ferait prendre un risque. Dans ma vie professionnelle précédente, très clairement, dans une situation qui était insatisfaisante pour moi, parce que j'avais un dirigeant qui n'était pas bienveillant, qui était vraiment certaines fois, qui pratiquait une forme de harcèlement. Mais en même temps, j'avais beaucoup d'avantages à côté, un beau salaire, une voiture, des stock options, des tas d'avantages. Donc en fait, c'était très très difficile pour moi de faire ce choix de quitter pour rien, en fait, pour un inconnu. Pendant tout un temps, j'ai lutté, mais je restais dans ce connu. Cette oasis. Ouais, donc effectivement. Pardon, excuse-moi, Non, tu as dévoilé le nom. j'ai dévoilé le Non, nom, mais que excuse-moi. j'allais dire, je restais dans ce Je suis avec toi, tu statu vois. quo, voilà. Et effectivement, pour décrire cette situation, on lui a donné le nom d'oasis. L'oasis, c'est cet espace où on est bien, on n'a pas envie d'aller dans le désert prendre le risque, mais en même temps, on perçoit qu'il y a quand même un mieux qui nous attend. Il y a cet appel au jardin, cet appel à aller vers le jardin, mais en même temps, ça veut dire quitter, et c'est pas facile de quitter. Et on se rend compte souvent, d'ailleurs, que au moment où on quitte, au moment où on sort de cette oasis, en fait, on se retrouve assez vulnérable parce qu'on perd nos appuis. Et à ce moment-là, se déclenchent deux attitudes possibles. La première, c'est de commencer dans cette insécurité, le fait de quitter le statu quo pour aller vers ce jardin, qui peut être de se déprécier soi-même, de se dire en fait de pas être finalement je suis nul, j'y arriverai jamais, voilà, etc. Ou parce qu'on rencontre des difficultés sur le chemin, de rejeter la faute sur l'environnement, sur l'entourage, Une sur les facteur autres. exogène, quoi. Exogène. Et là, on a appelé cette situation l'arène. C'est-à-dire en fait cette situation où on est dans un combat dont on veut sortir gagnant, et quelque part, pour sortir gagnant, c'est parfois plus facile de démolir l'autre, ou alors au contraire, on se laisse tuer, en fait. Et donc, on a commencé à décrire cet environnement-là, et ça devient une grille de lecture qui est très aidante. Moi, je vois qu'il m'aide énormément pour faire des actes de leadership, des actes de courage, on appelle des actes de leadership de la ligne de crête. C'est-à-dire, en fait, comment aller vers ce jardin, vers ce mieux, pour moi, pour d'autres et pour tous, en osant, en ayant le courage de sortir de mes oasis, de mon statu quo, du connu, etc., sans tomber dans l'arène, c'est-à-dire sans pour autant tomber dans la dépréciation de moi, ou le jugement des autres, ou le rejet de l'autre. Voilà, et c'est tout un chemin. Et souvent, je vois que beaucoup de situations, quand des personnes viennent avec un problème, c'est dans l'entreprise ou quand on accompagne des personnes, en fait, de manière inconsciente, se retrouvent dans une de ces situations, et le simple fait de nommer ces espaces, ça aide à clarifier. Par exemple, quand quelqu'un vient en rejetant la faute sur tout de ce qui lui arrive, c'est évident que ce n'est pas une voie de croissance. Donc en fait, il y a une invitation à l'aider à sortir de ça, pour aussi nommer, ça serait quoi le mieux pour toi, mais peut-être de quitter le fait de rendre coupable son entourage de ne pas arriver à faire ce qu'il voudrait, voilà, par exemple. Ou des situations où on voit bien qu'une personne qui est malheureuse là où elle est,
bah, y a une vie qui pousse, elle n'ose pas y aller parce qu'elle a peur du jugement de l'autre, elle a peur Mm. de sortir de la norme ou de faire un faux pas, ou la peur de l'échec, je sais pas quoi, et du coup, elle préfère rester là où elle est, mais en même temps, elle est malheureuse. Donc là, il y a une invitation à dire, bah, écoute, voilà, ce serait quoi la vie dans ce cas-là? Ce serait quoi cet appel de vie pour aller au-delà? Et est-ce qu'à un moment, t'oses prendre ce risque? Ah bah oui, mais ça me déstabilise. Ah ouais, bah oui. Et c'est là où, effectivement, on a besoin de l'autre et du compagnon pour, notamment dans la sortie d'Oasis, dans ce passage vers plus de vie. C'est à ce moment-là que le compagnon est clé pour dire, mais écoute, voilà, je suis témoin de ton chemin, je vois que tu choisis un mieux pour toi et pour les autres. C'est déstabilisant parce que tu quittes une situation qui t'enferme ou qui te Mm. un peu confortable que tu as connue. Mais moi, je suis là pour te dire, vas-y, vas-y, je suis avec toi. Voilà. Il y a au moins une personne qui te soutient. Voilà, mais c'est Non, une mais c'est personne sur vrai. qui on peut compter. Bien sûr. Et donc, EOTecum, ce Mm. qu'on a créé, c'est en fait pour aider les personnes, accompagner les personnes qui ont un désir de grandir dans leur leadership. Le leadership, c'est pas gérer plein de gens, hein, c'est cet acte, cet acte de courage en action qui fait que parce que je suis fidèle à moi-même, eh bien, je vais ouvrir une voie pour d'autres. Et dans cette méthodologie, tu nommes les 3 concepts et l'image de la ligne de crête. Il y a le rapport à l'autre pour t'aider à te mettre en mouvement. Enfin, en t'écoutant, je me disais, parfois, quand on n'arrive pas à avoir des facteurs endogènes, des enfin, de la prise, en fait, on va dire, sur la situation pour se mettre en mouvement, ce que je comprends, c'est que l'autre, d'une certaine manière, peut t'aider aussi à identifier ce premier point sur lequel construire. Ah oui, bien sûr. L'autre, je pense, a un rôle de miroir, d'interpellation, de réveil aussi, d'aider à regarder la réalité telle qu'elle est. Parfois, ça arrive souvent qu'on est en fait malheureux dans une situation, ça peut être professionnel ou relationnel. C'est tellement difficile d'imaginer de quitter ça pour autre chose parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, qu'on peut rentrer dans une forme de déni en minimisant la souffrance que l'on vit, par exemple. Et là-dessus, c'est un concept qui est évidemment très puissant, mais qui dit concept très puissant, dit concept du coup complexe ou difficile, en tout cas qui demande de l'exigence. Moi, une question que je me suis posée quand j'ai lu le livre et que j'ai compris, enfin en tout cas essayé de comprendre la méthodologie, je me suis dit, pour pouvoir avoir ce type d'échange avec quelqu'un, il faut que je définisse un cadre, qu'on définisse un cadre. Oui. La définition de ce cadre-là permet ou pas d'y mettre, même si je pense que ça ne se mesure pas comme ça, 80% des sujets, 90% des sujets de ma vie. Comment on fait pour justement définir le bon niveau de cadre? C'est un peu le point de départ. Si le cadre n'est pas bon, de toute façon, le reste ne Oui. fonctionnera pas, quoi. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que dans le cas des Otecum, en fait, ce qu'on propose, c'est des formations au compagnonnage. Déjà, pour aider la personne qui a envie de vivre une expérience de compagnonnage à choisir la bonne personne de confiance, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément le meilleur ami ou la meilleure amie, c'est une personne avec laquelle on se sent suffisamment à l'aise pour pouvoir confier des intentions de progrès de manière réciproque et pouvoir aider aussi. Et ensuite, dans ces formations, on aide les uns et les autres, on leur propose justement de définir le cadre. Quelque part, l'autre, la règle qu'on se fixe, c'est que l'autre n'intervient que sur les sujets sur lesquels l'autre l'a autorisé à intervenir. Mais du coup, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ça va être, voilà, je te confie une intention de progrès sur tel sujet, et donc c'est ça que je travaille. Je n'ai pas à aller poser des questions intimes sur un sujet qui n'a rien à voir. Non, mais très clair, ok. En fait, le point de départ, c'est qu'est-ce que j'amène sur la table, qui Voilà. est ce sujet. Ok. Après c'est à chacun de définir l'espace qu'il veut confier à l'autre, en fait. Il n'y a pas de règle, mais ça doit se faire sur un principe de respect et de liberté. Mais toi, de manière empirique, avec quel niveau de je mets ça sur la table, tu t'es senti à l'aise pour justement sentir que ça produit des choses, quoi. En fait, pour moi, c'est que dès que je perçois que je bute sur quelque chose, Ok. qui fait que je pense que si on est honnête avec soi-même, on se rend compte, il y a des moments où on dit, tiens, c'est bien, là c'est pas fluide, Ok. je pourrais donner beaucoup plus, ou je pourrais être beaucoup plus fécond, beaucoup plus efficace au sens, voilà, et donc c'est qu'il y a quelque chose que j'ai à travailler, en fait. Donc, faut déjà passer l'étape du déni, j'ai envie de dire. Faut Ah bah déjà oui, avoir conscience qu'il y a un sujet, quoi. celui qui Ouais. considère qu'il a aucun progrès à faire, il demandera jamais à vivre un compagnonnage. Ouais. Parce que l'expérience du compagnonnage de Deotecum avec Louis Faure, ce qu'on définit, c'est que la demande auprès de quelqu'un de dire accepterais-tu qu'on chemine ensemble dans une relation de compagnonnage, pour nous, c'est le premier acte de leadership, qui est ce leadership de la vulnérabilité, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je fais un pas de sortie de moi-même en disant la vérité, c'est que je me rends compte que j'ai besoin d'un autre pour travailler tel ou tel sujet sur lequel je me sens peut-être un peu fragile, un peu, voilà, un peu,
tout cas, j'identifie une aspiration à plus, et je pense que tu peux m'aider. Est-ce que tu accepterais de m'aider? Donc, c'est un acte d'humilité, un acte de vulnérabilité, et qui est en même temps un acte d'existence, puisque au même moment, on va dire, voilà, et ce que je te propose, c'est que ce soit une relation réciproque. Je demande pas un coaching, je demande pas un mentor. Je te propose aussi que moi, je puisse t'aider peut-être sur des sujets, si toi, tu estimes aussi que ça ferait du sens d'être accompagné et que du coup, on chemine ensemble. C'est un peu comme dire, voilà, il y a ce sommet de la montagne. Ben, moi, j'aimerais bien le gravir, mais est-ce que ça te dirait qu'on s'encorde ensemble et qu'on monte en cordée pour s'assurer plus et l'un et l'autre? Et donc, cet acte-là, il demande, voilà, parfois, c'est c'est pas forcément toujours facile. Et donc, J'imagine. je trouve que ça dit la nature de le type de relation qu'on veut construire. J'ai envie d'ouvrir juste cette porte tout de suite parce que en lisant cette méthodologie, il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, je me suis dit une chose qui est, bon, dans le monde où le rapport de force est de plus en plus fort, enfin, la méthodologie, en tout cas, du leadership par la force est de plus en plus forte. Tu en parles dans ton livre également. Je me suis dit, est-ce que on peut, peut-être c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais utiliser ce type d'approche pour faire bouger même des gens qui, entre guillemets, sont pas prêts à faire ce premier pas, quoi. Je pense, par exemple, je pense qu'on pourrait l'appliquer sur le plan politique, par exemple. Je suis intimement convaincu, si je donne un exemple, voilà, que je veux sans jugement, mais quand même, je suis intimement convaincu que si le président de la République, par exemple Emmanuel Macron, avait initié avec Laurent Berger, qui était président de la CFDT, une démarche de type compagnonnage, qui peut, sans parler d'un compagnonnage de long terme, mais de se dire, allez, on va marcher dans la forêt ensemble. Et on part du principe que et l'un et l'autre, on a envie de réussir cette réforme de la retraite, d'accord? Même si on a des points de vue différents au départ. Et qu'on s'efforce de rejeter l'arène. C'est-à-dire rejeter l'arène, c'est de rejeter le jugement a priori sur l'autre, que l'autre est à côté de la plaque, ou ne veut pas, ou est bien malfaisant, etc. Donc chacun, on met ça de côté. On rejette tout jugement sur nous-mêmes aussi là-dedans. Et on fait le choix de quitter nos postures historiques, peut-être de syndicalistes d'un côté, de président accroché à ses privilèges de l'autre, j'en sais rien, et on sort de nos oasis pour aller rencontrer l'autre en disant, voilà, on accepte de se montrer, d'être vulnérable et l'un et l'autre dans une démarche où chacun va considérer qu'il a à recevoir de l'autre et à apporter à l'autre. Je suis intimement convaincu que cette attitude-là aurait abouti à une réussite de la réforme des retraites et que ça aurait une conséquence extrêmement différente de la voie de notre pays actuellement, avec toutes les déstabilisations qu'on connaît, la dissolution, etc., etc. Donc, c'est simplement pour dire qu'en fait, je pense que cette méthode-là, elle peut être très puissante, même pas simplement pour deux personnes, mais pour générer un bien plus large. C'est d'ailleurs une autre dimension de la relation à l'autre, c'est au service de plus que soi. En fait, voilà, et je me l'applique à moi-même en tant que président, directeur général d'Armor Group, dans mon attitude vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis des partenaires. Voilà, est-ce que je suis dans le jugement, est-ce que je suis dans le rejet, ou est-ce que je suis dans la co-construction? Est-ce qu'on bâtit une vision commune de ce jardin que pourrait être l'entreprise ensemble, si voilà, on est dans un dialogue social constructif, par exemple? En fait, j'ai l'impression aussi que ça oblige d'une certaine manière à sortir du mode automatique, quoi. C'est-à-dire que quand on fait ce travail-là sur soi, avec l'autre, d'une certaine manière, comme il y a l'altérité de l'autre, il y a forcément des choses qu'on n'avait pas qu'on n'aurait pas vues ou un chemin qu'on n'aurait pas pris. Et d'une certaine manière, on est obligé de commencer à réfléchir, entre guillemets, parce que des fois, on est en mode système 1, quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce que tu proposes là, enfin, ce que vous proposez là avec Louis, c'est d'accepter que à un moment donné, il y a des situations dans lesquelles on serait allé en mode automatique. Et là, en fait, non, il y a un truc qui cloche, on ne sait pas quoi. On le met sur la table et on accepte de remettre le sujet à l'ouvrage, quoi, d'une certaine manière. C'est ça. Okay. Et on voit à l'envers, alors là, je suis en train de dire une vision positive de ce que ça aurait pu être. Tout à fait. On voit à l'envers les dégâts que font l'attitude d'arène sur le plan géopolitique international en ce moment, par exemple. Le fait d'émettre des jugements sur l'autre, de partir du fait que l'autre est mauvais et que de toute façon, et que du coup la solution c'est de l'écraser, c'est de l'humilier, c'est de l'attaquer, c'est bon. En fait, ça c'est vraiment l'attitude d'arène totale, où le rejet de l'autre devient force de loi, au point que finalement, pour prévenir le fait qu'il pourrait m'attaquer, je l'attaque d'abord et puis je prends son territoire, etc. Enfin, c'est intéressant de voir, de regarder la politique aussi sous cet angle-là. Et puis de l'autre côté, ceux qui, pour se préserver, vont pas bouger, veulent garder leur belle image, se pas se mouiller, pas mettre les mains dans le cambouis, etc., pour espérer qu'on vienne les chercher. Enfin, je pense que chacun mettra des situations en face, mais c'est intéressant de voir situation d'arène, situation d'oasis, etc. Et puis en même temps, on est appelé à plus.
On Mmh. est vraiment appelé à plus. Donc, cette méthode, et c'est aussi une méthode, et le leadership, c'est justement de prendre les moyens de construire, d'aller vers le jardin, d'aspirer le jardin pour qu'il devienne réalité, mais par une attitude de se mettre en mouvement dans ce leadership de ligne de crête. Et je pense, effectivement, ça demande du courage. Et ce courage, il est fait de quoi? Authenticité et d'acceptation de sa vulnérabilité. Si on part du principe que le leadership, c'est la force de domination, en tout cas, c'est pas le leadership auquel je crois et que je souhaite promouvoir c'est Oui, sûr. et qu'on essaie de promouvoir ensemble aujourd'hui, parce que Voilà, je pense qu'il faut que voilà, plein de gens s'en emparent, c'est voilà. c'est clé. Mais Mmh. l'esprit de domination du fort qui écrase le faible n'est pas du courage. Il faut vraiment le dire clairement. C'est facile d'écraser le faible. C'est là où je trouve que c'est ingénieux. C'est que d'une certaine manière, ça demande une prise de risque et c'est réaliste parce que c'est pas du tout, comment dire, une vision naïve entre guillemets du monde. C'est de dire, on y va. La ligne de crête, c'est qu'il y a des réalités qui sont complexes. Il y a des réalités économiques, il y a des réalités environnementales. En fait, il y a des tensions, il y a des difficultés qu'on pose sur la table. Il y a toujours une voie possible qui permet de prendre en compte les contraintes du réel, les difficultés du réel, tout en restant aligné, collé à son idéal. Mais ça, effectivement, c'est pas toujours évident du premier coup. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre pour chercher. Par quelle voie passer? Et or, alors que la tentation, il y en a deux. D'une part, le réel est tellement difficile que je renonce à mon idéal parce que ça, c'est un peu, voilà, c'est trop dur de relier les deux bouts. Ou alors, je laisse le réel de côté, je fais la politique de l'autruche et je me noie dans un espèce ou je me réfugie dans une espèce d'idéal éthérique et qui est une fuite en fait. C'est très clair. Ce que je te propose maintenant qu'on a posé les concepts, c'est de revenir du coup à toi, Hubert, à tes moments clés de carrière, au regard de ce qu'on vient de se dire. Je peux revenir aux deuxième étape du Chili parce que j'étais parti pour 2 ans et après 2 ans, c'est posé la question. Normalement, j'étais censé revenir Mm. et j'avais rencontré cette communauté Santa Ana, ce centre de réhabilitation de jeunes en situation de drogue, qui m'avait ouvert les yeux sur la réalité économique. Et avec Laurent, on réfléchissait on voyait la possibilité de développer une banque de microcrédit. Mais ça voulait dire se réengager pour plusieurs années. Et je me rappelle, voilà, j'avais différentes courriers, un peu suggestions, pour pas dire injonctions, de dire mais il faut absolument que tu rentres, sinon tu risques de mettre ta carrière en l'air, 2 ans ça suffit, etc., etc. Et en même temps, je sentais bien au fond de moi que si j'abandonnais alors qu'on avait la possibilité de montrer qu'il était possible de créer une banque de microcrédit inspirée de Mohamed Yunus, de la Mm. Grameen Bank au Tout à passage, fait. ce serait un breakthrough, enfin, ce serait une avancée Ouais. extrêmement importante aussi dans la société chilienne, parce qu'il n'existait aucune banque de ce type, à part quelques organismes associatifs en fait. Et en plus, à titre personnel, je trouvais que c'était une expérience de création, d'aventure, de création d'entreprise extraordinaire. Donc en fait, il y avait un appel de vie, très clairement, de jardin, là, qui réconciliait l'esprit d'entreprise, le souci des plus pauvres et une vision sociale, inclusive, qui avait un impact politique au sens large, enfin, au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire avancer la société chilienne tout entière. Et puis versus la peur justement de la reine, du jugement, etc. Je n'avais pas cet outil-là, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai choisi la vie, j'ai choisi et je suis resté, et pour mon plus grand bonheur, et ça a été bon, bien sûr, créer cette banque de microcrédit, ça n'a pas été toujours facile et tout, mais il y avait ce moteur intérieur et qui encore aujourd'hui m'anime, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert là comment l'économie mise au service des autres, en fait, pouvait avoir un rôle extrêmement vertueux et que la finance aussi, d'ailleurs, faire crédit, c'est faire confiance. Tout à fait. Bon. Donc, voilà, tout ça, ça m'a animé et encore aujourd'hui, ça me nourrit dans ma vision entrepreneuriale. Et alors, Ça, qui sont ces autres? Parce que là, pour l'instant, tu parles de ton chemin. Et du coup, dans l'histoire, il y a forcément des autres. J'étais déjà avec Laurent. Mhm. Bon, chacun, on a à ce moment-là fait ce discernement. Et puis ensuite sont arrivées d'autres personnes, dont on souhaitait qu'il y ait une troisième personne qui soit une fille qui nous rejoigne. Et est arrivée une fille qui s'appelle Marianne et qui est devenue, petit à petit, on a tissé un lien et qui est devenue ma femme. Donc c'était aussi le cadeau, en fait, au passage, de ce choix de vie pour ce projet a aussi répondu à mon aspiration extrêmement profonde de rencontrer une épouse voilà, qui a le même idéal que moi. Hmm. Et je me dis parfois, si par peur j'étais rentré pour me sécuriser, je pense que je ne l'aurais jamais rencontré. Hmm. Peut-être qu'il serait passé d'autres choses. Mais en tout cas, ce que je lui dis d'ailleurs très souvent, je pense que je ne vois pas qui j'aurais pu rencontrer qui a un idéal aussi aligné avec le mien.
Hmm. Donc, voilà. Et Donc, ça, c'est super puissant, effectivement. voilà. Et au passage, Hmm. d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à des plus jeunes, suivez votre idéal, soyez fidèle à vous-même. Et si vous suivez votre ligne, même sur le plan affectif, vous rencontrerez beaucoup plus la personne qui vous correspond que si vous renoncez à vous-même par peur, etc. Vous allez rencontrer peut-être des personnes, mais qui sont peut-être pas exactement, qui vous correspondent moins, on va dire. C'est toujours la même histoire. En fait, on a l'impression de gagner à court terme, mais in fine, en fait, on Voilà, perd à long terme. voilà, exactement, c'est ça. C'est C'est... ça. Donc ça a été une expérience très forte. Il y en a une deuxième, alors c'est là après, donc c'était le fait de retour en France. Et là, donc j'ai recherché du travail, 1993, j'avais 29 ans, c'était la crise économique, Hmm. peu d'embauches, etc. Moi, dans ma tête, c'est toujours, voilà, c'est toujours la lutte entre les schémas et se libérer des schémas. Donc, certaines façons, on peut dire une certaine forme d'oasis, c'était, bah, j'ai fait de la banque, donc je vais chercher dans la banque. Hmm. Parce que c'est un monde que je connais, etc. Donc, j'ai commencé à chercher dans la banque. J'ai eu plusieurs offres, d'ailleurs, dans la banque, dans l'inspection générale, dans les banques, etc. Bon, je critique pas du tout la banque, mais en tout cas, il y a eu un rendez-vous, je me rappelle, qui m'a marqué, c'est avec une banque privée de haut de gamme, etc. Et je me rappelle l'entretien. À un moment, il me dit, Monsieur de Bourdon, soyons clairs, si vous nous rejoignez, il vous sera demandé une chose absolument impérative, c'est de ne prendre jamais aucun risque. Et là, et là, je me regarde moi-même et je me dis, mais c'est pas moi. Et là, j'ai compris d'un seul coup, ça s'est éclairé. Mais en fait, c'est pas de la banque que j'ai fait, c'est que j'ai Ouais. créé une entreprise qui s'appelle une banque. C'est ça. Ouais. Donc, Hmm. ce que je veux Ouais, dire aussi, c'est ouais, qu'on ouais, chemine. ouais. C'est intéressant de réagir sur les choses. Et il se trouve que quelques jours après, quelqu'un m'avait donné C'est une l'adresse. chance, d'ailleurs, qu'il ait joué les cartes sur table. Ah oui, oui, oui. Oui, ben, tout à fait. Mais parce Ouais. qu'il était. Alors, et c'est le mérite de l'autre qui est authentique aussi qui nous Hmm. fait réagir. Donc, Hmm. et puis quelques jours après, j'avais un rendez-vous avec le directeur des cadres internationaux de Rhône-Poulenc, le groupe Rhône-Poulenc. C'est un grand groupe de chimie du 440. Oui, Où qui j'y suis- s'appelle Solvay aujourd'hui. Enfin, Qui en tout cas, s'appelle qui a suite à Solvay. plusieurs Voilà, c'est un monsieur évolutions. qui s'appelle Jean-Loup de la Motte. Et je me rappelle très bien cet entretien. Il me dit, écoutez, voilà, je suis ravi de vous recevoir. Bon, sachez qu'on n'embauche pas en ce moment parce qu'on a la crise économique, etc. Et puis je raconte un peu mon histoire et je vois un moment, il se met en arrière et il me dit, ah, vous savez, en fait, nous, notre problème chez Rhône-Poulenc, c'est qu'on recrute beaucoup d'ingénieurs qui sont formatés, ils sont excellents d'un point de vue technique, ils innovent, ils créent des produits et après, ils disent aux commerciaux, débrouillez-vous pour revendre les produits qu'on a créés. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas à l'écoute assez du client. Il faut vraiment des gens qui partent de la relation, qui partent de la Hmm. rencontre avec le client pour comprendre leurs besoins et qui après orientent la R&D, les chercheurs, les ingénieurs, etc. Et il me dit, moi, quand je vous entends, ce que je vois, c'est que vous êtes sortis des sentiers battus. Vous avez osé prendre des risques. Vous avez osé créer cette banque de microcrédit sans filet. Il dit, mais en fait, c'est des profils comme vous qu'on veut. Hmm. Il dit ça. Et il me dit, bah, écoutez, même si on a décidé de fermer les embauches, moi, je me rappelle, il a même dit, quand un perdre repasse, il ne faut pas la rater. C'était... Et moi, C'est une image. et là, en fait, je me revois encore assez dérouté par rapport à mon schéma en disant, Hmm. bah, j'ai rien à faire dans la chimie. Hmm. Et là, il venait me chercher dans mon essentiel en me révélant ce que j'avais de plus précieux, en fait. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est une question de strate, en fait. Hmm. On peut rester à la strate numéro 1, qui est un job dans un secteur qu'on connaît, et puis il y Voilà. a la strate en dessous. Et là, toi, tu étais prêt à entendre cette strate d'en dessous, et c'est celle qui t'a déjà fait ne pas continuer, ou en tout cas de Hmm. fermer la porte de cette banque. Parfois, on peut se dire, ah ben, on est en train d'essayer de se raconter des histoires, entre guillemets. C'est-à-dire, ah oui, c'est très méta, c'est très théorique, etc. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus profond. C'est pas Non, théorique. non, parce que ça C'est- vient réveiller un muscle Ouais, intérieur très fort. Tu te dis, mais au fond, c'est ça ça vient réveiller l'aspiration au jardin. ouais. C'est-à-dire, mais en fait, ce qu'il est en train de me dire, cet esprit entrepreneur prêt à prendre des risques, à innover, à sortir des sentiers battus, à aller de l'avant, mais c'est moi. Ça, c'est Hmm. moi dans mon essentiel. Oui, Et et puis donc, ils vous attendaient pas aussi. Donc il y a une notion de pari qu'on est prêt à prendre et parce que je pense qu'on s'est ouais, laissé bouger réciproquement. Et ouais. là, c'est encore une expérience d'altérité extrêmement intéressante. Mm. Donc, moi encore, j'avais 29, il en avait, je sais pas, une cinquantaine d'années. Voilà, c'était une rencontre, une vraie rencontre. Et là, il a fallu effectivement que j'accepte, moi, de me déplacer en me disant, bah, en plus, j'avais dans ma tête tous les schémas. On dit, voilà, si tu changes de job, il faut pas changer à la fois de secteur, de pays, de métier. Voilà, je Mm. changeais tout, tout à la fois. Et à un moment, il y a eu un... En fait, c'est ça qui est étonnant, et j'analyse ça pas mal dans le livre Le courage des chefs, La vivre et diriger autrement. C'est ce moment, ce que j'appelle l'instant du leadership, pour moi. C'est ce moment où on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire, qu'on est tenté de revenir en arrière parce que ça nous déstabilise et ça nous fait prendre un risque.
donc de rester dans l'oasis. Mm. Et en même temps, il y a cet appel de vie. Et il y a un moment, il y a un déclic, c'est que je simplifie en disant j'y vais. Mm. Et au moment où j'y vais, il y a un lâcher prise. Mm. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et j'accepte de perdre. Et voilà, j'y vais, j'accepte de perdre. Je fais confiance en cet élan de vie qui m'habite. Et au nom de ça, j'y vais. Voilà. Mm. Et là, c'est vraiment ce qui est arrivé. Après de cette rencontre, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie. Allez, oui. Et là, il y a eu besoin d'un autre en dehors de cette personne-là qui t'a proposé. Bah là, je dirais que c'est ma femme, Marianne, qui m'a, bon, après lui avoir raconté, m'a dit, bah, attends, c'est toi, vas-y. Donc là, c'était assez limpide, en fait. Ok. Et sans doute préparé par cette expérience précédente, de me dire, mais ça, c'est pas moi. En fait, voilà, il s'est fait les deux. Ouais, C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des expériences un peu négatives, on peut aussi se dire ça peut être une chance pour ouvrir une expérience positive parce que par contraste, on voit clair. Ça a été une deuxième expérience. Je dirais peut-être une troisième expérience d'un autre ordre. C'est que donc chez Ron Poulenc, j'ai démarré comme responsable marketing vente, encore rien à voir avec ce que j'ai fait de produits d'antioxydants, de produits de chimie industrielle et Mais tout. proche du client. Voilà, mais je dirais que comme je venais d'un monde complètement différent, sans a priori, on m'avait confié une activité qui était assez morose, on ne savait pas trop. Et en fait, j'ai détecté des potentiels complètement insoupçonnés que personne n'avait vus. Comme ça s'est bien passé, ils m'ont identifié à ce moment-là comme haut potentiel, machin, et on m'a proposé de partir pour le Japon, comme numéro 2 de la chimie de Ron Poulenc, qui s'est appelé Rhodia à ce moment-là, au Japon. Et en numéro 2 d'un président qui s'appelait Gilles Barbier, un homme qui m'a beaucoup apporté, un Français qui avait 55 ans à peu près à l'époque. Et là, ça a été vraiment une expérience bienfaisante. D'abord parce que lui aussi, il m'a proposé un déplacement, parce qu'il m'a dit, écoutez, voilà, vous avez 33 ans. Au Japon, l'autorité, c'est les cheveux blancs. Donc, ça va être compliqué d'arriver comme directeur général adjoint de la structure. Donc, je vous propose de vivre l'expérience. Au départ, vous allez être au milieu du plateau des Japonais. Et votre rôle va être de les aider à réussir au point où, d'eux-mêmes, ils viennent me voir en me disant, mais pourquoi vous le nommez pas notre chef? J'adore. C'est servant leader au maximum. Mais ça, c'était. Et là, j'ai compris. C'est exceptionnel. J'ai compris que le titre de la carte de visite ne signifie pas avoir l'autorité. Et c'est vrai qu'il m'a poussé et il m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à ça? Je me rappelle très bien. Et d'autres ne l'auraient pas été. Mais en fait, moi, j'ai dit, bon, ok. Et sans doute, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi j'ai dit ok? Parce que j'étais nourri de tout ce que je vous dis avant, la rencontre avec Santa Anna, avec le Chili et tout ça et tout ça. Donc, Bien ce qui sûr. fait que j'étais assez libre par rapport à ça. Et je trouvais que c'était assez intéressant comme expérience. Bon. Et évidemment, un peu déstabilisant. On trouvait comme ça au milieu des Japonais en disant, je suis censé être leur chef, ils ne le savent pas. Et donc, à moi de me rendre utile, en disant, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu... Ah bah tiens, là, je connais les contacts au siège, je peux appeler pour toi, je peux t'ouvrir des voies et tout. Et à ce moment-là, ils ont vu que je leur étais utile. Et là, ce qui était intéressant, c'est que je me rendais compte que j'avais besoin, pour nourrir un peu ma mission, de contact de l'autre, justement, avec ce président, qui était à l'étage du dessus. Okay. Et je me rappelle, avec mes 33 ans, je trouvais n'importe quel prétexte pour lui dire, voilà, est-ce que je peux te voir, parce que j'ai une question à te poser. En fait, j'avais juste besoin d'échanger. Et donc, j'arrivais avec une question ou deux. Et lui, c'était assez extraordinaire aussi. Je pense qu'il en était heureux, parce que quand j'arrivais, il me dit, alors, mon petit Hubert, comment ça va aujourd'hui? Il prenait tout ce qu'il faisait, il l'écartait de son bureau, il se mettait en arrière, il créait l'espace. Il se mettait en posture d'écoute. Et on prenait 1 heure d'échange. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux parce qu'il me transmettait son savoir, ses convictions de management, l'esprit japonais, la culture, etc., etc. Et donc, voilà, c'était un moment. Et moi, je repartais boosté. Et à ce moment-là, je faisais plein de choses. Et ça a été, pour le coup, ça a été expérimenter une vision de jardin du management. C'est ce management de la relation, ce management de l'être, en fait. Et où ce qui nous reliait, c'était pas est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. C'était j'ai confiance en toi. Donc, ce management par la confiance. J'ai confiance en toi et j'ai du plaisir aussi à être avec toi. Et on échangeait. C'était vraiment merveilleux. Et malheureusement, il est mort beaucoup trop jeune d'une rupture d'anévrisme un peu de temps après avoir été à la retraite. Et je veux vraiment lui rendre hommage. Je lui rends hommage dans mon livre, d'ailleurs, parce que j'ai énormément reçu de lui. Je trouve que cette posture-là, d'une certaine manière, il prenait le temps d'exprimer les choses, il t'expliquait ce qu'il y avait derrière, la strate encore, si on revient sur l'histoire de strate. Et il avait trouvé en toi certainement une personne qui avait la bonne posture pour accueillir ça. Je pense qu'il vivait un peu avec moi quelque chose de l'ordre d'une transmission aussi. Je pense qu'il était heureux de ça et que je recevais pleinement. Donc, c'est génial. C'est une très belle relation, encore une fois intergénérationnelle, puisqu'il avait 20 ans, plus de 20 ans de plus que moi, mais on vibrait aux mêmes valeurs en fait.
Et dans un autre registre, tout à l'heure, tu en as parlé succinctement sur cette relation à l'autre où il faut savoir aussi se protéger de l'autre. Oui. Tu peux peut-être en dire plus pour qu'on comprenne, parce que je pense que il y a ce que tu as dit vis-à-vis de la banque, typiquement, le petit moment, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est important aussi de comprendre pour aussi avoir le courage de fuir ce qui potentiellement peut nous détruire, quoi, d'une certaine manière. Oui, bah, en fait, là, tu anticipes une expérience que j'ai vécue après, c'est-à-dire que quand je suis revenu après 6 ans d'Asie, parce que j'étais 2 ans au Japon et 4 ans à Hong Kong, qui était un temps vraiment merveilleux d'entrepreneuriat, de découvrir de la culture chinoise aussi après, et d'acquisition, de gestion d'acquisition de sociétés chinoises. Je suis revenu donc au siège de Rhodia, diriger les ingrédients pharmaceutiques du groupe Rhodia, et il se trouve que j'ai eu un patron qui était extrêmement exigeant, ça c'est pas négatif en soi, mais qui pratiquait vraiment ce que j'appelle un management de la pression, de la défiance et de la peur. C'est-à-dire en fait, a priori tout ce qu'on faisait n'était jamais assez bien. Il se permettait de déstabiliser mes équipes en direct sans me prévenir. Le dimanche après-midi, il me demandait de faire des présentations pour le lundi matin, etc. Je me rappelle même un voyage en partant aux États-Unis, un dimanche après-midi. Donc voilà, j'arrive dans l'avion, on est à côté dans l'avion. Puis moi, j'avais 4 petits-enfants avec ma femme. Bon, il me dit alors ton week-end? Bah, je lui dis, bah voilà, je me suis occupé des enfants. Et il me regarde tout ça, il me dit, mais c'est nul ton week-end. Voilà. Et c'était Ouais, ok. tout ce genre de, quelque part, d'une relation, pour le coup, l'inverse de ce que j'avais vécu au Japon. Et à tel point que je me rappelle dans l'avion, je devais prétexter que je voulais aller aux toilettes pour en fait souffler, respirer, pour reprendre souffle. Ah oui. Et c'était vraiment une relation qui devenait très, très nocive, très déstabilisante. Je commençais à douter de moi-même. Celui qui me disait, mais écoute, voilà, si tu veux réussir, tu dois manifester aucune émotion, tu dois être dur, tu remplaces les équipes, tu dois pas te poser la question. Enfin, c'était tout mon côté humain, en fait, il le voyait comme de la faiblesse. Hmm. Ça a duré combien de temps, Ça a ce... duré, ça a duré 18 mois. Parce Ok. qu'en fait, et là, moi, j'ai démarré, en fait, il y a eu une étape que je vois aussi, un petit peu je vais dire d'amour-propre, peut-être un peu d'orgueil aussi, mais d'amour-propre, de me dire, bah, je vais montrer que je suis capable de tenir. Donc, j'essaie de Hmm. tenir tête, voilà, et puis, dès que je tenais tête, je me reprenais encore des coups par-dessus. Et c'était jamais, jamais satisfaisant. Et même quand je faisais le maximum, en fait, j'ai l'impression d'avoir donné le maximum, mais c'était toujours insatisfaisant. Et puis, il y a un moment, c'est vraiment allé trop loin parce que mes équipes étaient à Lyon. Je voyais qu'il voulait renforcer son pouvoir. J'avais un collègue qui était aux États-Unis, qui avait une activité beaucoup plus petite que la mienne, Mhm. et lui dirigeait l'ensemble. Mais cette personne aux États-Unis lui était complètement soumis. Et donc, il a voulu qu'en fait, je déplace mes équipes aux États-Unis et que je rapporte à cette Hmm. personne-là. Donc en fait, un Hmm. déclassement, et en Hmm. plus, et Hmm. ça n'avait aucun sens de déplacer mes équipes aux États-Unis parce qu'on venait de fermer les 2 usines américaines, Hmm. alors qu'on avait des usines à Lyon, de paracétamol notamment, aspirine, etc., et des usines en Thaïlande et en Chine, notamment certaines dont j'avais fait l'acquisition quand j'étais en Asie. Et donc aller aux États-Unis avec 12 heures de décalage avec la Chine, c'était complètement absurde. On avait 60% ou 70% de nos clients étaient en Europe. Ça avait, d'un point de vue stratégique, aucun sens. Et je voyais bien que c'était un moyen de consolider son pouvoir. Je me suis dit, je refuse d'être l'instrument d'une manœuvre de pouvoir, donc je lui ai tenu tête. Ok. Pour la première fois ou c'était... Non, mais non. j'ai tenu tête plusieurs fois, mais c'était à chaque fois, je me faisais écraser. Et Hmm. là c'était en tout cas, et je me rappelle très bien lui avoir dit, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches? Et lui, il m'a dit, je veux faire ça pour réduire les coûts. Il m'a pas dit Hmm. le fond du Hmm. sujet. Bon, Hmm. c'était pour réduire les coûts. Et donc, je lui ai dit, très bien, tu veux réduire les coûts de combien? Donc, moi, il m'a donné un objectif. Et avec le contrôleur de gestion d'activité, on a travaillé plusieurs nuits, au tel point de présenter un programme. D'ailleurs, il n'a pas fait présenter à lui, ça faisait partie de la subtilité, mais à celui à qui il voulait que je rapportais plus tard, par visioconférence. Et je me rappelle très bien cette situation. J'étais dans cette salle à Lyon, présentant le plan de réduction de coûts, voyant mon correspondant, mon futur potentiel patron, Hmm. qui était mon collègue, en fait, devenir plus ou moins blanc, parce que au fur et à mesure que je présentais le plan, en fait, il voyait que on dépassait même les objectifs qui nous avaient été assignés. C'était le vrai test. Ouais, c'était le vrai test. Hmm. Et à un moment donné, ça a été fatal, et Hmm. c'était une expérience assez marquante. Il me dit, bon, Hubert, ok, j'ai vu, je pense que j'ai vu ton plan. Est-ce que ton contrôleur de gestion peut sortir de la salle? Il s'en va.
Et il me dit, écoute, la vérité, c'est que tu as fait au-delà de ce qui t'était demandé, mais ça sert à rien parce que la décision était déjà prise avant la présentation, c'est que tu sois licencié pour des accords stratégiques. Et puis en plus, la perversité est allée jusqu'à de dire, voilà, si tu veux obtenir des indemnités départ, tu dois garder secrète cette décision pendant 3 mois pour accompagner la décision de faire bouger tes équipes. Donc c'était vraiment pervers. Donc là, je me suis battu, c'était très, très compliqué. J'en suis parti, mais quand même très déstabilisé, très affaibli aussi, doutant de moi, parce qu'en fait, c'était toujours de manière insidieuse, c'était en fait, non, t'es pas capable d'être un bon dirigeant. En fait, ton attitude, machin, t'es trop humain, t'es trop émotionnel, t'es trop, je sais pas quoi, t'es trop affectif, t'es pas assez efficace, tu délivres pas assez Oui, vite, c'est une t'as pas remise assez en de cause leadership. profonde, quoi, Bon, enfin, voilà. et constante. Constante, et avec un sentiment, pour le coup, de domination très fort. Et donc, je suis parti, et là, j'ai fait tout un chemin personnel, en fait, un petit peu de relecture. Ce que je veux dire, c'est que là, l'autre était important parce que j'avais un coach, je connaissais bien, enfin, il y avait une personne qui était coach et qui accompagnait beaucoup de dirigeants de Rhodia qui subissaient la même chose que moi. Donc, il savait, il avait un regard objectif. C'était le problème, c'était pas moi, c'était... Et il me disait, mais Hubert, pars, enfin, objectivement, ce dirigeant est nocif. Nocif, tu dois vraiment partir. Et là, j'étais vraiment dans l'oasis parce que, comme je disais, je perdais beaucoup. En plus, j'avais une promotion. Enfin, j'avais énormément de mal à partir parce que c'était perdre tous mes avantages. Et en même temps, je me faisais du mal. Plus je restais, plus je me faisais du mal. En plus, j'avais demandé à avoir un job en région parisienne près de ma famille. Il m'avait donné un job à Lyon. J'étais en plus absent la semaine. Enfin, tout le contexte faisait que c'était fragilisant. En fait, c'est ça qui est très difficile dans ces moments-là, c'est que ce qui fait que la décision est difficile, c'est que en face, il y a des choses qui nous retiennent, qui sont d'une nature, ce que je comprends, qui aveugle en fait à ce moment-là, mais qui le courage est d'accepter de les regarder en face et de se dire est-ce que c'est ça, est-ce que ça vaut le coup en fait, d'une certaine manière. Oui, mais c'est difficile, et c'est là où j'ai eu besoin du regard de cet autre, ce coach, qui commençait à me dire, parce qu'en fait, un des problèmes, c'est que je ne voyais le monde que dans mon environnement professionnel, et j'avais l'impression que si je le quittais, j'étais plus rien, et qu'il n'y avait plus rien autour. Et donc, il m'a aidé petit à petit à dire, mais attends, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses, il n'y a pas que Rhodia, il y a un autre monde, etc., etc. Et donc, il m'a aidé aussi à me renforcer pour oser à un moment dire non et donc aboutir à cette situation que je connaissais. De toute façon, je savais qu'en refusant d'exécuter ses ordres, je mettais ma tête sur le bio. Et à un moment aussi, c'était aussi accepté que je pouvais me battre comme je pouvais. Je me suis battu pour mes équipes jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Mais à la fin, il avait le pouvoir, je ne l'avais pas. Et ça, c'était aussi accepter ça, cette situation-là. Et donc, je suis parti. Il y a eu là, pour le coup, je le relis maintenant, alors dans cette relecture, une vraie sortie d'oasis pour moi, ça a été à un moment donné de me dire, en fait, parce que j'étais dans la plainte, j'étais dans la victimisation, j'étais dans le rejet, un peu dans certaines rejet, même haine, de certaines façons, parce que j'avais eu mal. Et il y a eu un moment qui a été vraiment une vraie sortie d'oasis, c'est de prendre mon téléphone, de l'appeler et de lui dire, écoute, voilà, je t'appelle pas pour te faire des reproches. Je t'appelle pour te dire que j'ai pris conscience qu'à différents moments, je n'ai pas osé dire non. Je n'ai pas osé exister suffisamment pour dire stop à certaines situations. Et je veux que tu sois le premier à savoir qu'en fait, j'ai décidé que je serai un grand dirigeant et que je vais réussir. Et simplement, ce que je veux te dire aussi, c'est que ma manière d'être dirigeant ne sera pas comme la tienne. Ce sera de pratiquer un management par la confiance. Je trouve ça incroyable en fait de prendre pour témoin l'antithèse de son engagement. Oui, mais ça a été extrêmement, en fait. Et là sa réaction, ça a été d'abord d'être surpris que je l'appelle, je suis surpris, et de me dire, en fait, il faut que tu saches, j'ai toujours cru que tu réussirais. Voilà, c'était mais et en même mais ça a été en fait, pour moi extrêmement libérant. Et vraiment, c'est comme si quand je dis ce courage d'affronter la peur, c'est que là, au lieu de la fuir, au lieu de rester dans un état de victime et pour le coup d'arène, de me déprécier moi-même, etc., et de le rejeter, j'ai pu tourner la page. Et en fait, je dirais que aujourd'hui, je n'ai pas de haine vis-à-vis de lui je dis simplement qu'on a des méthodes de management différentes et qu'il faut. Tu défends la tienne. je dénonce cette manière d'être dirigeant.
Hmm. Je pense que la manière d'être dirigeant, par la pression, par la peur, ou on voit dans certaines sociétés du CAC 40, en fait, que le patron prend un certain plaisir à faire pleurer ses collaborateurs tellement il les écrase, il les rejette, etc., etc., il leur dit qu'ils sont nuls. Je pense que ce n'est pas une manière de construire, en tout cas, ce n'est pas la mienne. Je crois résolument en un management par la confiance. Est-ce que, bien sûr, ma manière d'être est loin d'être parfaite et Armand est loin d'être parfait, mais ce que je peux dire, c'est qu'en équipe, on a quand même réussi à avoir eu des équipes stables pendant plus de 15 ans, de gens à qui on apprend à se faire confiance, étant complètement différents, ayant des personnalités même opposées parfois, scellés par un idéal commun et unis par cette confiance des uns envers les autres. Et que je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Hmm. C'est sûr que ça l'est. Encore faut-il être en capacité de poursuivre ce chemin. Parce qu'en fait, c'est ça que je trouve super inspirant dans ton parcours et ce qui le rend encore plus difficile. C'est un peu comme aujourd'hui quelqu'un qui est engagé dans la nuance. C'est-à-dire, c'est dur. Mm. C'est pas le discours facile. Entre guillemets, la posture par la force, c'est simple. Il faut Oui, juste le pouvoir et puis on avance, quoi. voilà, voilà. Enfin, je veux dire, on a le mandat, on fait. Là, ça demande. En fait, encore une fois, mais pour moi, c'est le cœur. C'est pour ça que je suis vraiment ravi que ton témoignage, les auditeurs des Grandes Épopées l'entendent. C'est d'une certaine manière, c'est dur de faire ça, mais ça vaut tellement le coup. En fait, ça C'est vaut ça. tellement le coup. Et cette relation à l'autre, ce que vous faites avec le compagnonnage, c'est pas la solution parfaite, c'est un moyen, si on désire, entre guillemets, d'aller vers ce leadership, cette forme de leadership, bah, il y a un chemin, et ce chemin-là, il est avec l'autre. Et enfin, en tout cas, moi, quand je t'ai lu et quand je t'écoute aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui prend un plaisir non fin et profond de vivre cette vie, quoi. Et je trouve ça magnifique. Oui, parce que c'est sorti d'Oasis, c'est un peu c'est sorti de cette zone de confort. C'est toujours inconfortable, mais ça vient libérer des espaces possibles de progrès. Et c'est ça qui est. Donc moi, cette invitation dans mes différents livres, c'est vraiment une invitation à rester en permanence en mouvement. Et d'une certaine façon, moi, quand je suis allé aux Philippines et avant que je rencontre lui, j'avais réussi différentes choses. On avait réussi 2 LBO, Armor quelque part, c'était une réussite. Et j'étais dans un certain statu quo Hmm. du, du dirigeant successful, d'une certaine façon, mais je sentais bien que j'aspirais à plus. Et que ça m'allait pas de me dire, voilà, à 54 ans, quelque part, d'être sur un palier de réussite et de dire tout va très bien. J'aspirais à plus. Et ça s'est passé par l'autre, et ça s'est passé par justement accepter de me laisser bouger. Je pense que c'est ça l'invitation, c'est de repérer en soi ces aspirations au mouvement, comment dire, ou ces aspirations à plus, à un mieux, qui nous mettent en mouvement. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'en fait, le changement de posture, il appartient d'abord à ceux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que c'est là où le livre Le Courage des chefs, il vient chercher les dirigeants principalement, et les acteurs de projet, les dirigeants, dirigeantes, dans le fait que quand on a le pouvoir, on a une responsabilité plus grande que ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que c'est vraiment à nous de faire le chemin. On ne peut pas demander à des collaborateurs, par exemple, de faire le chemin d'authenticité, de vulnérabilité, d'aller se mettre en posture de risque si soi-même on ne le vit pas. Extrêmement Hmm. difficile. On leur demande quelque chose d'impossible. Donc voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un peu le privilège du dirigeant aussi, c'est d'avoir le choix Hmm. de choisir le mouvement, d'être un mutant, de certaine façon, un peu d'être en mutation. Et du coup, de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui n'est pas forcément dans son organisation Voilà, et qui lui permet justement d'avoir cet espace-là voilà, voilà. sans les risques classiques qu'on pourrait imaginer associés à cette posture au sein de son entreprise, quoi. Voilà, et l'idéal, c'est Hmm. d'être accompagné par quelqu'un qui n'a aucun conflit d'intérêt, puisqu'en fait, je vois par Hmm. exemple dans mon cas, Louis Faure, il n'a pas aucun intérêt sur Armor, donc en fait, il peut me dire tout ce qu'il veut, ça n'aura aucun impact sur lui, financier, ou de Hmm. carrière, ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une chance. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être, par si tu as un moment clé que tu veux nous partager, j'aimerais bien qu'on termine sur un passage à l'action, quelque chose de concret pour nos auditeurs, qui est peut-être d'ailleurs lié à ce que tu viens de dire sur finalement comment est-ce qu'on choisit éventuellement l'autre ou c'est quoi le premier pas pour, si on n'est pas en capacité de le vivre de manière aussi développée que le compagnonnage, est-ce qu'il y a un... Enfin, j'imagine qu'il y a un chemin, mais lequel tu proposes éventuellement? Ouais, il y a un autre exemple qui vient, là, pour le coup, qui est d'Armor, que je cite aussi dans les livres. C'est, de toute façon, il y a quelques années, on a l'un de nos concurrents, qui s'appelle Iconex, qui était alors nous, on était numéro 3 aux États-Unis, ils étaient numéro 4. Et
depuis des années, on a été en guerre effrénée avec le numéro 1 qui s'appelait IMAC, pour progresser aux États-Unis, sachant qu'Armor, quand je suis arrivé chez Armor, on était numéro 4 mondial, on est devenu progressivement numéro 1 mondial, mais on était encore numéro 3 aux États-Unis, ce qui pour moi n'était pas un leadership parfait. C'est-à-dire, Ça frottait en tout cas. ça frottait. Et puis en plus, ils nous piquaient des parts de marché à droite à gauche, ils nous abaissaient nos prix, enfin c'était pas simple. Et le numéro 4 explose. L'usine de le numéro 4 explose, heureusement il n'y a pas une mort. Du coup, ils ne peuvent plus produire. Et il se trouve que le numéro 1 et le numéro 2 étaient américains, enfin produisaient aux États-Unis. Et donc, naturellement, il appelle le numéro 1 et le numéro 2 en disant est-ce que vous accepteriez de me donner temporairement des produits pour pour fournir mes clients. Ouais, Le numéro 1 et le numéro 2, trop contents de voir le numéro 4 exploser, lui disent bah, écoute, va te faire voir. Nous, non, hors de question qu'on t'aide. Par contre, on va te piquer tes clients et on sera content de le faire. Donc, désespérés, ils nous appellent, nous, producteurs européens, numéro 3 en vente aux États-Unis, en disant voilà, est-ce que vous accepteriez de m'aider? Moi, je reconnais qu'au premier abord, le côté un peu business et tout, moi aussi, je me suis dit bah, en fait, peut-être qu'on a une opportunité à saisir pour gagner de parts de marché sur place et tout. Et là où l'autre intervient, c'est qu'on en parle en comité de direction, et quand je dis qu'on est tous très différents et complémentaires, le directeur commercial, qui s'appelle Tino, m'interpelle et me dit mais Hubert, si ça nous était arrivé à nous, vous attendriez quoi de notre concurrent? Et là, je me suis pris une claque, vraiment. Et il m'a révélé en fait que j'étais pas dans justement j'étais dans une attitude d'arène, j'étais pas dans une attitude de jardin. Et je lui dis bah ouais, vous avez raison, en fait moi j'aspirais d'être aidé. Il m'a dit bah oui, et il rajoute même bah, je pense qu'il faut l'aider et en acceptant de le faire avec une marge minimum parce que ça s'appelle la solidarité entre confrères. Bon, chapeau. bon. Et moi je vois alors qu'est-ce qui frottait en moi? C'était que on avait un actionnaire financier, et que donc moi, en tant que dirigeant de l'entreprise, j'allais devoir expliquer à l'actionnaire financier que nous avions fait un choix, non pas un choix d'intérêt, mais un choix de solidarité. Et évidemment, la première question qui pouvait apparaître, attends, mais vous auriez pu en profiter beaucoup plus, donc vous n'êtes pas fort. Donc, entre guillemets, la peur de l'arène, enfin, la réaction d'arène chez moi, c'était par avance de ressentir le jugement, de dire ils vont penser que je suis un mauvais dirigeant. Projeter en fait ce qui va se passer. Ils vont penser que je suis un mauvais dirigeant parce que je n'ai pas su saisir l'opportunité. Donc, c'était ça mon combat. Et à un moment donné, effectivement, j'ai choisi, mais ça n'a pu se faire que par l'autre, en fait, hein, là, de dire à l'équipe, voilà, on choisit quoi ensemble? Et on s'est dit, on y va, on va le soutenir. Donc, je me suis appuyé sur cette décision collective, interpellée par Tino, pour qu'on aille soutenir ce concurrent. Et finalement, ce moment-là, le fait de switch pour aller parler aux actionnaires à ce moment-là, enfin en tout cas les convaincre, ce qui t'a donné la force de le faire, c'était quoi? Je pense que c'est le fait d'être backé, d'être soutenu par l'équipe. Et de fait, dans les réunions actionnaires, il y avait aussi le directeur financier, qui s'appelle Wade, qui était avec moi. Et quand j'ai expliqué, Wade a dit oui, pour nous c'est important d'avoir, au nom de nos valeurs, une attitude aussi de solidarité. C'est pas, voilà, on estime qu'on est, on estime que l'entreprise c'est pas un jeu de requin, c'est aussi, voilà, et on estime que si ça nous était arrivé à nous, enfin, en fait, on était, donc donc là encore une fois, l'autre. Ouais. Bon. Alors là où c'est très beau cette histoire, parce que quand même, il faut qu'il y ait une fin happy ending. Et après on fera une petite analyse. Il faut qu'il y ait un happy ending. C'est que très bien, on l'a aidé pendant 1 an. Le temps que les assurances lui repayent son usine et qu'il la reconstruise. Et puis après, il nous a dit merci beaucoup, je reprends mes clients. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Pas grand-chose, si ce n'est un acte de solidarité. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Simplement, 2 ans après, je reçois un coup de fil de Craig, le dirigeant d'Iconex, qui me dit Hubert, écoute, je t'appelle parce que il se trouve que le groupe auquel appartient l'activité a décidé de refaire une analyse stratégique et on a décidé de vendre le business qui nous concerne, qui est le même que le tien, qui n'est plus qu'on considère plus stratégique. Il se trouve que le numéro 1 et le numéro 2 veulent nous l'acheter, mais nous, on ne veut pas leur vendre à eux, on veut le vendre à vous. Parce qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas que au moment où on avait besoin, c'est vous qui nous avez aidés. Et donc, il dit, si le prix est correct, on ne va pas faire de surenchère, c'est your call. Si vous le voulez, on vous le vend. Et donc, on a discuté, on s'est mis d'accord. Je me rappelle, on a scellé l'accord au dernier étage dans le restaurant de la Tour Montparnasse à Paris.
Et c'était un moment merveilleux. Et en fait, on a racheté le business du numéro 4, qui nous a projeté un niveau entre le numéro 2 et le numéro 1. Et en fait, ça nous a donné, en plus, ils étaient américains, donc on a gagné comme on dit, un American nose, Oui, un oui. peu un nez américain. On était Oui, plus oui. américain qu'avant pour les clients. Et ça a été le levier qui nous a permis, à peine 2 ans après, de racheter le numéro 1 Ah, c'est ça qu'il faut. et qui fait qu'on est devenu aujourd'hui le grand leader américain de loin, puisqu'on a 2 fois de plus de parts de marché que. Ouais, c'est énorme. Tu vois, voilà. Mais et alors là, ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que certains consultants, stratégie et tout ça m'ont dit: «Mais attendez, c'est génial, expliquez-nous comment vous avez conçu cette stratégie, comme un jeu d'échecs absolument incroyable, et cetera, et cetera». Mais en fait, cette histoire, elle est belle parce que c'est vraiment la preuve qu'on peut mettre la priorité à l'autre, justement, dans une attitude, alors là, je décris par nos mots, de Mm. jardin. Tout à fait, exactement. Vraiment, d'un monde où on peut ne pas être des requins les uns pour les autres, et en fait, où chacun a sa place, etc. Mm. Et en fait, que ça se traduit par être gagnant. Et être Ouais. gagnant par cadeau, Oui, c'est ça. par, Pas par calcul. pas parce qu'on l'a forcé ou parce Mm. qu'on a mis la pression, mais par simplement retour de gratuité, en fait. Mais moi, j'y vois aussi un autre message, Mm. qui est l'idée de dire, même toi, après tout ce que tu as vécu, après ton cheminement personnel, la méthodologie, etc., et ben tu peux quand même encore tomber dans des pièges. Mais évidemment. Et du coup, que c'est une pratique constante, avec un niveau d'exigence constant. Et on reboucle avec ce que tu me disais initialement, avec le fait d'avoir autour de toi, finalement, toujours un cadre, des personnes, les autres. Oui, mais ça, je pense que c'est très Ouais. juste. C'est-à-dire que je suis conscient, alors c'est vrai pour moi, c'est sans doute vrai pour d'autres, mais on reste avec nos faiblesses. Enfin, je reste avec mes faiblesses, avec mes tentations de supériorité, de vouloir accumuler, parfois peut-être de captation de l'autre, de vouloir, de manque de liberté finalement, de manque de liberté intérieure. Et c'est là où le compagnon ou des personnes qui peuvent être en interface ont un rôle très important. C'est sans jugement d'arriver à identifier et à questionner quand ça se passe. Et je vois d'ailleurs, quand je vis moi-même des dérives, en fait, ou des dérapages, ou des décalages, assez souvent, parce que moi-même, soit j'ai pas exposé les situations, ou j'ai pas osé demander de l'aide à un moment donné, ou peut-être parce que l'autre, le compagnon, n'a pas osé intervenir lui-même alors qu'il voyait des choses, par exemple. Hmm. Donc c'est là où c'est un apprentissage, en fait. Hmm. Et c'est aussi une acceptation de notre imperfection humaine. Mais je pense que si on était parfait, quelque part, on n'aurait pas besoin de l'autre, en fait. Et Ouais. je crois que l'intérêt de la Ça vie, résume bien. voilà, je pense que l'intérêt de la vie, c'est d'être en cheminement pour progresser, et puis de tirer les leçons des erreurs, des chutes, voilà, et sans Hmm. culpabilité non plus, ça sert à rien. Et du coup, pour le mot de la fin, parce que je vais devoir te laisser l'heure tourne, sur le passage à l'action, qu'est-ce qu'on dit aux dirigeants qui nous écoutent, aux managers qui nous écoutent, aux personnes qui se disent franchement, la Uber, j'achète, je trouve ça génial comme méthodologie. Ça m'évoque aussi quelque chose d'autre que je fais d'ailleurs par ailleurs avec d'autres mots, ça peut être aussi ça, hein. Donc par quoi je commence? Bon, alors, je dirais plusieurs choses de manière peut-être un peu audacieuse. Je dirais, lisez le livre Le courage des Tout à chefs, fait. Vivre et diriger autrement, publié chez MAM. Vous pouvez lire aussi les 2 autres livres. Proposition qu'on avait déjà fait au début de l'entretien, Voilà, donc voilà. Les 2 autres très bon livres, rappel. donc, qui sont, alors, sur l'itinéraire personnel, c'est L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé. Alors, qui a une dimension spirituelle aussi, hein, clairement. Et puis le livre plutôt pour les jeunes, Déserter ou s'engager, l'être jeune qui veut changer le monde. Donc ça, c'est les 3 livres. Après, je dirais peut-être, réfléchissez en vous-même. Est-ce que je me fais suffisamment accompagner par un ou plusieurs autres dans ma manière de diriger, ou est-ce que je suis un peu trop seul? Je pense que c'est bien de se poser la question. Après, pouvoir, à partir de là, faire la démarche, soit de se faire aider par un coach, mais temporairement, soit de choisir, pourquoi pas, la démarche du compagnonnage. Et ça, vous pouvez appeler Louis Faure sur le site eotecum.com qui vous donnera plus de renseignements. Voilà, ça c'est un petit peu pour les actions concrètes. Et d'une manière générale, je dirais que c'est vraiment dans des situations complexes, vraiment croire qu'il y a toujours une voie qui construit. Ça ne veut pas dire toujours être gagnant. Ça Hmm. peut vouloir dire parfois accepter de renoncer à quelque chose, accepter de perdre quelque chose d'extérieur, mais pour gagner quelque chose d'intérieur. Je pense vraiment oser croire qu'il y a toujours une voie qui permet de rester fidèle à soi, à son Hmm. idéal,
en intégrant les contraintes du réel. Et ça, je pense que ça amène peut-être certaines purifications, certains déplacements, mais ça apporte pour moi quelque chose d'unique qui s'appelle la liberté et la joie. Ça sera notre mot de la fin, Hubert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jafar. C'est un grand merci super sincère. Franchement, Ouais, j'ai adoré cet échange. C'était riche. Ce podcast n'est pas filmé, mais du coup, je garde ce privilège de voir les yeux dans les yeux, voilà, la manière dont tu incarnes ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, un grand merci, une nouvelle fois. Merci à toi, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à cet échange. Merci. Et pour les auditeurs, je vous dis au prochain épisode. Au revoir. Bravo, vous venez d'écouter mon échange avec Hubert de Boisredon. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées est de le partager sur LinkedIn en mettant en avant ce qui vous a marqué. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.